fait chaud. Voilà, c'est mon introduction. C'est la canicule, hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Il fait 40 degrés partout en France, sauf quelques heureux élus là à Brest, ce genre de choses, mais c'est la canicule. Et cette canicule arrive extrêmement tôt. 40 degrés en juin. Combien? Pendant une semaine. Combien? Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. Et là, vraiment, il n'y a pas une personne en France pour dire que c'est pas lié au réchauffement climatique. Et ceux qui sont en mode, oh, c'est bon, on s'en bat les couilles. Genre les Pascal Pro, les Daniel Riolo, là, ces bouffons-là. C'est même pas, ils disent, non, ce n'est pas le réchauffement climatique. Ils sont en mode, c'est bon, on s'en bat les couilles, il fait chaud, ça va, vous allez pas mourir. Donc c'est même pas du climato-négationnisme ou du climato-scepticisme, c'est du climato-m'en-foutisme, finalement. Vous voyez? Et il y a quelque chose d'assez historique là-dedans, quoi, parce que c'est pas la première fois qu'on observe le réchauffement climatique et qu'on le voit très clairement, et même qu'on le ressent en se disant, bah, attends, il fait quand même particulièrement chaud plein d'années d'affilée. Mais là, c'est tellement spectaculaire qu'il fasse aussi chaud, aussi longtemps au mois de juin, que là, il y a un peu ce côté, ça y est, c'est le réchauffement climatique. Ça faisait 30 ans qu'on le dit, ça y est, c'est le réchauffement climatique. Je trouve qu'il y a un côté comme ça. C'est un peu comme ça qu'on le ressent collectivement. J'ai l'impression, donc bon, bah, espérons que ça fasse petit à petit avancer les choses, etc., etc., etc. Voilà. Bon, j'ai pas de mail. C'est la petite vivre sous la clim. Et oui, et oui, et oui. Donc on va pas regarder tous ces extraits insupportables, on va regarder plutôt Jean Covici, parce que pourquoi pas? Un peu de Jean Covici de temps en temps, ça fait toujours du bien. Vous Ça, êtes bien sur et RN. hop, tais-toi, Pauline de Malherbe. Donc voilà, on va aussi adresser les critiques qu'on peut adresser à Jean Covici, notamment sur le fait qu'il soit en mode, moi je parle pas de politique, je suis pas là pour faire de la politique. Voilà. C'est ce qu'on peut lui reprocher, mais aussi ça lui donne peut-être une certaine force d'aller toucher un autre type de public. Donc moi je trouve que réagir en étant un gros gauchiste à Jean Covici pour mieux éditorialiser le truc, ça me paraît bien comme programme. Donc on va faire ça. Juste avant, on va regarder, j'ai vu ça ce matin, Patrick Martin, le président du MEDEF, ce lobby patronal, syndicat patronal officiellement, mais c'est plus un espèce de lobby des grands patrons, lui s'en bat les couilles. De congé climatique, l'inverse de ce qu'il faut faire. Ça dure 2-3 minutes, donc on va commencer en regardant ça, histoire de bien critiquer la bourgeoisie capitaliste par rapport au réchauffement climatique. Parce que tout ça, c'est quand même un peu de leur faute globalement, hein, on va pas se mentir. Et avant ça, on va regarder la traditionnelle vidéo de la canicule, l'homme au glaçon, bien sûr. Regardez la taille du glaçon. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec, je sais pas ça fait combien de temps qu'il fait ça, mais dès qu'il y a une canicule, il fait la même vidéo, et le glaçon sur sa tête est de plus en plus gros. Et là, il a atteint une taille de glaçon. Joli, hein. Est-ce qu'il fait vraiment chaud? Pour moi, il ne fait pas chaud. J'ai un gros glaçon sur la tête. Canicule. Canicule. Voilà. Est-ce qu'il fait vraiment chaud? Donc si c'est la première fois que vous le voyez, peut-être que ça vous fait pas mourir de rire, mais vu qu'il le fait à chaque fois, c'est devenu le rendez-vous, quoi. Vraiment le rendez-vous de chaque canicule. Donc voilà, le monde change, le monde est effrayant, mais quand même, voilà. Au moins les canicules, ça nous apporte de nouveaux types de rituels, quoi. Vous voyez. 462 000 likes. Hein. 462 000 likes. Hein. C'est gigantesque, 462 000 likes. Vraiment. Hein. Je sais pas combien de millions ça a fait, 462 000 likes très rapidement. Notre Maria de Carré de l'été est enfin de retour. Oui, j'avoue, c'est vraiment ça. T'as Maria Carré à Noël et le mec de canicule à l'été. Ça lui faire mal car c'est lourd. Oui. Mais là, ça se voit qu'il est un peu en mode comme ça. Ça a dû être dur à tourner. Je pense qu'il se muscle le cou toute l'année pour handle ce moment. Oui, de fou. De fou, de fou. Bon, allez. On va commencer nos reacts. Je le dis au pluriel parce qu'on va commencer en se faisant un peu plaisir avec du Apolline de Malherbe déjà et voir un peu ce matin, ce que l'horrible Patrick Martin, président du MEDEF, avait à dire. Juste 2-3 minutes et après on passe sur Jean Co. Sans appel que vous faites de notre France et vous avez des solutions, vous promettez, et c'est presque une campagne électorale, que vous avez les moyens de rapprocher le net du brut, de payer mieux, que le travail paye mieux. On va y venir dans un instant, mais d'abord évidemment la situation... Encore une fois, là, le truc de « Ah, vous voulez rapprocher le net du brut, bah, le travail paye mieux », c'est ce que dit Retailleau, c'est ce que dit Bardella, c'est ce que dit Gabriel Attal. Et c'est ce que dit le patronat. Est-ce que ça serait pas une grosse idée de merde du coup? Tous nos ennemis disent la même chose. Parce que le bout de ce chemin-là, c'est privatiser l'école, l'hôpital et la sécurité sociale. Hein, voilà. Mais bref, c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler de la canicule. Quelle est la France aujourd'hui? Journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Les entreprises, est-ce qu'elles tournent au ralenti? Aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude enregistrée en France? De l'histoire de la France? Tout mois confondu, toute saison confondue? La nuit? Ah, je savais pas la stat.
Depuis 1947, ouais, mais c'est pas le moment où on a commencé à enregistrer les températures, je sais plus. 42 à l'ombre. Ah, de toute façon, quand on donne les températures, c'est toujours à l'ombre. Hein. La plus chaude pour l'instant. La plus chaude pour l'instant, en effet. Car le réchauffement climatique, même s'il est arrêtable, ou en tout cas limitable, si jamais on prend le problème à bras-le-corps, il est déjà là. Et ça va aller en s'empirant, c'est ce que dit aussi Jean Covici. L'humanité court-elle tout droit à sa perte? On a le droit de se poser la question, d'autant plus que l'inaction de nos dirigeants est pire que l'inaction. Un personnage comme Donald Trump, drill baby drill, qui veut renforcer l'industrie pétrolière, et qui s'en bat littéralement les couilles du réchauffement climatique, qui limite ça lui fait presque un peu plaisir. De toute façon, lui il est mort dans 5 ans, ce vieillard, fait qu'on court tout droit à la catastrophe. C'est fort possible. À moins que... Il y a une solution, il y a une solution, il y a une solution. L'écolomunisme, les amis, l'écolomunisme. Voilà, c'est un concept que j'ai inventé. Un mot valise entre écologie et communisme. L'écolomunisme. Bon bref. Je ne sais pas Merci ce que c'est que ce 5758, merci beaucoup pour ton sub. L'impact sur l'économie. Il y a quelques secteurs qui, au contraire, surchauffent, si j'ose le terme. Évidemment, tout ce qui tourne autour des boissons, des glaces, etc. Mais enfin, c'est très minoritaire. Oui, la France tourne au ralenti. Les chefs d'entreprise, autant que possible, mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés. Immanquablement, c'est une désorganisation du travail et au cas par cas, moins de travail. Ça aura des conséquences. Oui, ok. Parce que quand vous dites effectivement que il faut protéger ses salariés, les chefs d'entreprise ont la responsabilité des conditions. Oui, bah, au moins les vendeurs de glace augmentent leur chiffre d'affaires, c'est déjà ça. de travail de leurs employés et donc. C'est faux, les patrons ne font rien. Alors ça ralentit quand même un peu l'activité parce qu'il y a certains trucs, c'est presque obligé de le faire par moment. Voilà, mais la plupart des patrons en tout cas ne veulent pas le faire. S'ils le font, c'est vraiment qu'ils sont forcés de chez forcés quoi. On est d'accord. Il me semble qu'il y a quand même un petit ralentissement de l'activité économique pendant les canicules. Il me semble. Parfois d'adapter les horaires, voire même de dire aujourd'hui vous n'avez pas bossé quoi. Absolument. Enfin, quand par exemple le télétravail est possible, mais ça suppose que les salariés en télétravail aient eux-mêmes une climatisation. Bah oui, qu'ils soient mieux chez eux qu'au boulot. Hein. Et puis il y a le problème des transports en commun, enfin beaucoup de choses. L'année dernière, l'INSEE, on a eu quelques pics de chaleur l'année dernière. L'INSEE n'avait pas su mesurer si ça avait un impact direct sur l'activité. Ok. Donc l'INSEE n'est pas capable de dire si ça a un impact sur l'activité, quoi. Donc c'est vraiment non. Voilà, les patrons continuent à dégager du bénéfice. Au pire, il y a des morts. Au pire, les travailleurs qui meurent. C'est ça le discours? Je comprends pas. Dans l'éducation nationale, je trouve qu'il y a une vibe Covid. Bah oui, parce que du coup, il y a des trucs qui sont annulés. Hein. Il y a des... Parce que alors, Germaine Fourchette m'a dit, dans les écoles où elle bosse, parce qu'elle est psychologue en primaire et en maternelle, dans les écoles qui bossent, ils ont demandé à fermer les écoles. La préfecture leur a dit... Non. Voilà. Mais alors, du coup, ils font rien. Il y a des enfants qui restent chez eux, qui restent au frais, etc., qui vont pas à l'école. Et les enfants qui vont à l'école, c'est genre ils se mettent dehors sous les arbres, ils chillent un peu, quoi, parce qu'ils peuvent pas travailler. En plus, c'est la fin de l'année avec les petits, évidemment qu'ils peuvent pas, quoi. Donc il y a vraiment une vibe Covid. Et ça, c'est un truc qu'on a dit 1000 fois au moment du Covid. En mode genre, bah voilà, si on veut affronter le réchauffement climatique, si on veut faire la bifurcation écologique, l'état qu'on avait dans la société au moment du Covid, cette espèce de grand bouleversement où voilà, on prend le problème à bras le manche et on modifie le quotidien de tous, ça serait quelque chose qui se rapproche un peu de ça, quoi. Pour le réchauffement climatique. Alors ça serait pas du confinement, mais il y a eu un ralentissement de l'activité humaine pendant le Covid, parce qu'on était un peu obligés. Ça te donne peut-être un avant-goût de ce que pourrait être la société plus tard pour affronter le réchauffement climatique, ce genre de choses, quoi. Donc les analogies, elles fonctionnent très bien, quoi. Sous les arbres, s'ils ont de la chance, souvent les cours de récré sont bétonnés. Bah oui, je sais pas me raconter ça un peu, quoi. Ils sont l'équivalent d'une classe et demie pour une école de 11 classes. Ah ouais? Ah, c'est genre les parents, on voit même pas leur gamin à l'école, c'est pas possible, quoi. Eh ben, waouh, bah ouais, c'est ça, il y a vraiment une vibe Covid, quoi. Et par exemple, les assureurs ont chiffré que dans les 5 prochaines années, les dérèglements climatiques pourraient coûter jusqu'à 450 Oui, dans l'éducation nationale, pas du tout de ralentissement, la grande majorité des écoles sont ouvertes. C'est ce qu'on dit, les écoles restent ouvertes, mais ça travaille beaucoup moins, quoi. Il y a eu quelques adaptations. Mais c'est vrai qu'ils ont refusé, les préfectures ont refusé beaucoup de fermetures d'écoles, quoi. Alors après, si l'école sert à accueillir les enfants où bah, ils n'ont pas la chance de pouvoir se mettre au frais avec leurs parents ou je ne sais quoi pour des raisons diverses et variées, et que du coup, pendant les canicules, ça se transforme en une espèce de garderie où on essaye de pas trop crever de la chaleur. Bon, bah, ça peut avoir ce rôle-là aussi pendant les épisodes de canicule, quoi. Voilà. La fermeture totale. Ce qu'il faut, c'est pas forcément juste la fermeture point à la ligne. C'est en mode genre, on ne fait plus cours et ceux qui viennent à l'école, on est là pas pour souffrir, on est là justement pour essayer de, ensemble, avoir le moins chaud possible, quoi. Voilà. Si les écoles se transforment en ça pendant les épisodes caniculaires, bon, ça peut le faire aussi, quoi, vous voyez. Années, les dérèglements climatiques pourraient coûter jusqu'à 450 milliards d'euros à la France. Donc il faut s'y préparer et il faut se protéger. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant, il n'a pas trop dit de la D, ça va. Il est en mode il faut se préparer et se protéger parce qu'en vrai, même de mon point de vue de bourgeois capitaliste qui est là pour dégager du bénéfice,
Là, les canicules comme ça, c'est bon pour personne, y compris pour l'économie. Oui, effectivement, mais du coup. Du congé climatique? J'en pense pas de bien. J'en pense pas de bien parce que c'est à peu près l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Pourquoi? C'est pas Gat Lambray, Apolline de Malherbe. Sous veste en cuir, bah, mais il y a la clim, hein, la BFM. Hein. Ça n'exclut pas qu'on prenne des mesures instantanées de protection contre la chaleur, le cas échéant contre le froid. Mais enfin, on va devoir faire face à un mur d'investissement précisément pour se protéger de ces dérèglements climatiques et puis pour décarboner notre économie. Ben, si on travaille moins, on produit moins. Or, le problème de fond de la France, c'est qu'on ne produit pas assez. Ah, nique ta mère. Ah, nique ta mère. Le problème, c'est qu'on bosse pas assez, qu'on ne produit pas assez de richesses. N'importe quelle personne qui prend l'écologie un peu un sérieux, c'est que, en plus d'électriser un maximum de technologie, produire une électricité le plus verte possible, il y a un principe de sobriété, quoi. C'est produire pour produire, c'est complètement con. Alors je dis pas qu'il faut être un espèce de décroissant radical qui veut sortir de l'industrie, etc., là, comme les anti-tech résistance, là, les Léo Communes sur Instagram. Ouais, qui c'est Léo Communes? Il a du buzz en ce moment, lui c'est vraiment en mode genre, le problème c'est l'industrie en fait, c'est même pas vraiment le capitalisme, le problème c'est l'industrie. Donc en fait la médecine moderne ça dégage parce que c'est l'industrie. Voilà, 50% de taux de mortalité infantile, bah il faut vivre comme à l'époque où on vivait en harmonie avec la nature. Hein. Moi jamais de la vie je dirais ce discours pour moi est dangereux. Mais une chose est sûre, c'est que la sobriété, le ralentissement de l'activité humaine, il faut aller vers là. Ça veut pas dire arrêter toute industrie, arrêter tout, mais ça veut dire que l'industrie, déjà, faire en sorte, se donner les moyens qu'elle soit la plus verte possible et l'allouer aux besoins humains, les vrais trucs qui sont obligatoires. Typiquement la médecine. Le problème, c'est l'extractivisme, l'industrie capitaliste, etc. C'est un cauchemar. Mais ce qu'il faut, c'est réduire ça à son minimum en fonction des vrais besoins réels des populations humaines. C'est pas dire l'industrie, ça dégage. C'est complètement con de dire ça. Il faut s'adapter. Et s'adapter avec une forme d'industrie verte. Mais cette forme d'industrie verte, ça veut pas dire que ça implique une non-réduction de l'activité humaine. Vous voyez ? Il faut réduire dans une certaine mesure l'activité humaine, arrêter de produire des choses qui ne servent à rien juste pour entretenir la machine économique au profit des gars comme Patrick Martin qui se font des couilles en or là-dessus, et mettre cette industrie, déjà essayer de la rendre la plus verte possible, et la mettre au service des besoins. Voilà. Tout simplement, des vrais besoins humains. Oui, le mot vert est à bannir, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Voilà, donc faut pas être dans un discours de décroissance radicale, juste un peu débile, anti-industrie, facile comme ça. C'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, le principe de sobriété, de se dire, il faut pas produire, il faut pas faire plus que ce dont on a besoin, en fixant une limite qui est acceptable pour la planète et pour l'humanité aussi. Voilà, c'est la base, quoi. Donc dire, il va falloir faire plein de choses pour pouvoir affronter le réchauffement climatique. Mais le problème de la France, c'est qu'on produit pas assez. Va niquer ta mère, Patrick Martin, voilà. Congé climatique, ça va complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Donc, et oui, ATR, Anti-Tech Résistance, c'est des fachos, hein. C'est des réactionnaires, transphobes, ils sont en mode la gauche, le progressisme, c'est l'ennemi de notre cause. Le progressisme est l'ennemi de notre cause parce qu'au final, les progressistes, ils veulent quoi? Ils veulent plein de nouvelles technologies. Voilà. Le changement de sexe, c'est contre nature. Le bout du chemin est très vite vu et c'est ça. Ils sont vraiment transphobes, ils sont réactionnaires, ils sont vraiment réactionnaires. Ils sont contre le progressisme et tout, quoi. Alors, Léo Commune, je sais pas exactement, mais quand tu vas lancer follow, c'est pas clair. Hein. Il follow moi, mais il follow aussi Nemesis. Des meufs de Nemesis. Il follow des groupes ultra hardcore d'extrême droite et il follow Cédric Héroux. C'est vraiment pas clair. On voit qu'il y a une certaine forme de confusionnisme quand on regarde ses follow, quoi. Bref, je vais pas épiloguer sur Léo Commune pendant tout ce temps-là, mais voilà. Je voulais parler de ça. C'est que ces espèces d'écologistes radicaux, on comprend d'où ça sort. Effectivement. Et il y a des trucs dans ce qu'il dit où c'est pas bête, mais l'idéologie qui se dessine quand tu regardes son discours au global, c'est pas la bonne voie et c'est même dangereux. Donc voilà, je voulais mettre un petit. Il fait partie de ATR, justement. Mais moi, de ce que j'ai compris, il fait pas officiellement partie de ATR. J'en ai parlé avec Bon Pote de ça, figurez-vous. J'en ai parlé sur Instagram, j'ai envoyé un MP à Bon Pote. Je crois qu'il est pas, il est affilié à ATR au sens où il défend la même idéologie qu'eux, mais je crois pas qu'il fasse partie de ATR. T'as des sources là-dessus, Volcanique? Ou pas? Oui, il y a un bif avec ATR. Moi, j'ai vu un mec de Anti-Tech Révolution, qui a un autre truc Anti-Tech Résistance, mais c'est la même idéologie, qui est en mode genre, Léo Commune, il fait que plagier nos idées, mais après il a supprimé. Je crois qu'il s'est fait virer d'ATR, ou du moins ATR a pris ses distances avec lui. Ok. Donc ATR, c'est Anti-Tech Résistance, c'est des gens qui sont anti-technologie, qui sont extrêmement technocritiques, c'est des gens qui se réclament de John Krasinski, donc Una Bomber, un mec qui a fait des attentats, un mec qui a un peu vrillé, il était prof de maths, docteur en mathématiques. Il est parti habiter tout seul dans une cabane au Canada, en ermite, avec aucune technologie, et il a fait des attentats. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Les néoludistes, mais néoludistes, il y a des choses intéressantes dans le néoludisme. Eux, c'est pas juste ça, eux, c'est des zinzins, quoi, vous voyez.
ATRA et ATRR. C'est vraiment ça, t'as le ATRA, les hauts communes, et le ATRR, donc Anti-Tac Résistance, canal historique. Bref. Vous dites au cas par cas, les patrons s'adaptent et disent Merci, aujourd'hui on va Margot pas 63. bosser, on fait attention, Merci on pour le adapte les sub. horaires. Mais l'idée d'avoir vraiment 5 jours de congés climatiques qui sont officiellement rajoutés dans le code du travail, vous êtes contre? Totalement contre. Totalement contre. À nouveau, Moi, je suis contre les congés payés. En fait, les Patrick Martin, et je dis les Patrick Martin parce qu'encore une fois, lui, sa fortune, il est centimillionnaire. Il est riche à peu près comme un Mathieu Pigasse. Donc pas milliardaire, mais pas loin. Il est extrêmement fortuné, Patrick Martin. Il a hérité de l'entreprise de son gros daron. Cette entreprise a été fondée en 1850, quelque chose comme ça. Au milieu du 19e siècle. C'est une très vieille entreprise de BTP, etc., etc. Donc je veux dire, toute la famille Martin, de père en fils, ils ont défendu un peu les mêmes trucs. Donc à l'époque de son daron, c'était « Oh non, je suis contre la cinquième semaine de congé payé ». À l'époque de son grand-père, c'était en mode genre « Oh non, je suis contre la semaine de 40 heures ». À l'époque de son arrière-grand-père, c'était en mode « Oh, je suis contre les congés payés ». À l'époque de son arrière-grand-père, c'était en mode « Moi, je suis contre la journée de 8 heures ». Vous voyez ? C'est les mêmes combats. Ils sont contre les droits des travailleurs parce qu'ils sont pour leurs propres bénéfices. Donc c'est uniquement pour cette raison-là, en fait. Selon l'époque, ils ont le même discours, ce discours pro-patronal de dire « Non, les droits des travailleurs, ça fait pas mon affaire. Parce que mon affaire, c'est l'exploitation des travailleurs. » Tout simplement. Et je suis sérieux. Le Patrick Martin d'il y a 150 ans, il était contre la journée de 8 heures. Il était contre le week-end. Il était contre le tout droit du travail. Après, c'est passé, je suis contre les 35 heures. Et là, c'est je suis contre le congé climatique. Mais c'est la même chose. Tout ça, c'est l'avancée des droits des travailleurs. Et en tant que représentant du patronat, de tout temps, ils sont contre les avancées des droits des travailleurs. Et là, du coup, ça se met par rapport aux épisodes de canicule et au climatique. Parce que dans les droits des travailleurs, le droit à ne pas mourir de la canicule, bah, ça pourrait être un des grands combats des droits des travailleurs de demain. Et c'est là qu'on voit que l'idéologie de l'écolomunisme est très pertinente, est tout à fait pertinente. ça nous priverait d'une capacité d'investissement si nécessaire pour prévenir les conséquences de ce dérèglement climatique. Non mais oui, d'accord, il faut créer de la richesse pour pouvoir faire la bifurcation écologique. Pourquoi tu la fais pas, la bifurcation écologique? Trou du cul, avec tes centaines de millions! Vous voulez annuler la dette des pays du Sud pour qu'ils puissent faire la bifurcation écologique ou pas? Oui, non? Si tu dis non, tu vas te faire enculer. Parce que d'une manière générale, mais c'est une philosophie, je dirais, de qui promeut ce congé climatique, la décroissance n'est certainement pas la solution. Ça vient de Marine Tondelier, du parti des Verts. Pour vous, c'est pas du tout Soutien critique à Marine Tondelier pour ça. la bonne logique. Bah, c'est chronique, si on les écoute, il faut toujours moins... Mettre dans l'air du débat le congé climatique, pour voir à quel point les Patrick Martin de merde, c'est les ennemis des travailleurs, les ennemis de la planète et les ennemis de l'humanité. Soutien critique à Marine Tondelier pour ça. Mais c'est ça qu'ils devraient faire, les écolos. Au lieu de faire, on va faire 2 primaires et puis comme ça on va tout gâcher pour les présidentielles. Qu'est-ce que vous faites? Faites avancer le discours écologique dans les médias en parlant d'écologie tout le temps. En plus, le truc du congé climatique, c'est vraiment cool parce que je trouve que ça fait bien la jonction entre droit des travailleurs et écologie, comme je viens de l'expliquer. Donc c'est très bien. Si les écologistes, c'était ça leur rôle, au lieu de tout gâcher pour les présidentielles, leur rôle c'était d'avancer des propositions comme ça pour modifier et un petit peu influer sur le débat. Ça serait très bien. Donc là, voilà, Marine Tondelier, quand elle est dans ce rôle-là, j'ai pas de souci avec Marine Tondelier. Moi, je constate que l'aspiration majoritaire, largement majoritaire et chronique de nos concitoyens, c'est le pouvoir d'achat. Il faudra qu'on m'explique comment on peut gagner plus en travaillant moins. Bah, en prenant ta thune, bouffon, en expropriant ta famille, par exemple, allô, en réduisant l'exploitation des travailleurs, en augmentant les salaires, en prenant sur ton portefeuille, en partageant le travail pour que vous arrêtiez de prendre toute la grosse part du gâteau et laisser les miettes aux travailleurs de ce pays. C'est facile à faire, hein. Très très facile, hein. Très facile. Si tu veux, on collectivise ton entreprise sans compensation, t'inquiète, hein, ça augmente le pouvoir d'achat. Hein. Patrick Martin, justement, vous Bon voilà, après ça arrête de parler de canicule. le dites, la France décroche, elle est déclassée. Voilà, donc elle c'est n'a ça. Hein. 2 minutes pour la canicule. 2 minutes pour la canicule, un quart d'heure pour dire « Ah, quand même, les Français travaillent pas assez. Hein. Comment on va faire pour travailler plus et augmenter l'activité humaine? Il faut être plus compétitif. Hein. » Allez, ça dégage. Voilà. Mais je voulais commencer, avant de passer à Janco, d'ici, là-dessus, parce que voilà, avoir le représentant du MEDEF, le représentant du grand patronat et de la classe capitaliste en France, parler de la canicule, on voit très bien pour qui il roule. Bah, il roule pour le patronat, il roule pour l'exploitation des travailleurs. Et voilà. Il joue contre les travailleurs et contre la planète. C'est la même chose. Et justement, si cette convergence entre lutte pour les droits des travailleurs et lutte pour l'écologie se fait, notamment parce que les canicules empêchent les gens de travailler dans des bonnes conditions, moi je trouve que c'est une très 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 bonne nouvelle. Parce que du coup, ça va lier encore plus l'écologie politique avec la lutte des classes, quoi. Voilà. Et comme on le dit, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. J'ai fait un petit clin d'œil de fils de pute. Ok, allez, let's go.
C'est le moment de ce Jean Covissier, de ce Jean-Marc le Janco. Non, bon, bref. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Merci Bonjour. d'être à mon micro ce matin. Vous êtes ingénieur, spécialiste du climat. Vous présidez ce think Alors tank. justement, l'homme de la convergence entre lutte des classes et écologie, ce n'est pas Jean Covici, c'est justement ce qu'on lui reproche. Mais sur la vulgarisation des questions énergie-climat, sur les plateaux de télé, il arrive, il est écouté. Et moi, je vous le dis parce que je le sais, et je pense à mon daron quand je dis ça, Jean Covici a radicalisé des gens. Il les a pas radicalisés à droite, hein. Mon daron, il est bien plus révolté et bien plus de gauche. Et Jean Covici a participé au pipeline, hein. Vraiment, je vous le dis très très clairement. Il peut avoir son rôle, son approche apartisane et apolitique, en porte d'entrée pour des gens qui justement ont plein le cul de la politique. C'est une belle porte d'entrée. Mais justement, après, faut aller plus loin, quoi. Et moi, je vois mon daron, c'est vraiment ça. Mon daron, il a eu sa phase en mode vraiment. Il parlait de Jean Covici des étoiles plein les yeux. Il est brillant et tout. Il est encore, il suit les trucs du Shift Project, etc., etc. Parce que sur les questions énergie-climat, ils sont bons en vrai. C'est juste qu'ils dépolitisent le truc et c'est chiant. Je sais qu'il a eu sa phase Jean Coviciste à mort, et après il a découvert Johan Chapoutot, il a eu sa phase Chapoutot à mort, quoi. Voilà. Moi, du coup, j'essaie de l'amener vers une phase Michel Fer, mais il a toujours pas regardé la vidéo. Bon, bref, peu importe. Donc voilà, moi je suis en soutien critique à Jean Covici, même si effectivement il est dépolitisant. Mais justement, s'il peut être une porte d'entrée, un bon vulgarisateur, eh ben, c'est à nous autres, gauchistes, de faire la jonction, que lui il ne fait pas. Voilà. C'est un Janco chapoutiste, tout à fait, tout à fait. The Shift Project qui Une alerte. phase JLM. Bon, il a voté JLM en 2022, mais moi je pense qu'il va voter en 2027. Hein. Pourtant, moi, c'était pas gagné. Hein. À un moment donné, il était en mode genre Mélenchon plus jamais. Pour des raisons que je vous passe, peu importe. Mais il était vraiment en mode genre non, Mélenchon ça dégage et les filles, j'ai vraiment un problème. Et là, j'ai parlé avec lui au téléphone il y a pas longtemps. Je suis extrêmement confiant pour qu'il vote Mélenchon. Voilà. Juste parce qu'il est de gauche. Hein. Juste il est de gauche. Il est de gauche, il a un cerveau. Voilà. Non, c'est pas parce qu'il crie, mais peu importe. Il a voté pour lui en 2012, pas en 2017, mais en 2022. Et 2027, je pense que c'est même pas il est craquable. Hein. Moi, je pense qu'il est déjà craqué. Voilà. Depuis des années. Et là, on le voit, ces derniers jours, record sur record, 40 degrés atteints hier, on n'est toujours pas à l'été, hein, officiellement. Ça va s'arrêter où? Ça va monter jusqu'où? Ben, ça va continuer à monter. Il n'y a aucune surprise à avoir là-dedans. Enfin, je veux dire, si les gens qui nous regardent sont surpris, pardonnez-moi d'être un peu taquin, c'est que vous avez mal fait votre travail jusqu'à maintenant. Oh Voilà, Jean Covici, quand il fait ça, là, à heure de grande antenne. Hop là et bim. Pourtant, je vous ai beaucoup reçu, donc vous aussi, semble-t-il. Beaucoup. Non, c'est pas moi qui fais la programmation des médias. Oh Poule. Ah, c'est cool. Donc, c'est tout ce qui est en train de se passer est parfaitement en ligne avec des prévisions qui ont été faites il y a maintenant des décennies. On sait depuis 2 siècles que quand on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le climat se réchauffe. On sait depuis 1 siècle à peu près de combien il se réchauffe en fonction de la quantité de CO2 Jean-Marc Mbappé. qu'on rajoute. Donc, pour le moment... Ah non, le parti Equinox, c'est des ingénieurs fans de Jean Covici qui ont voulu faire leur parti politique. Mais il est pas là-dedans. C'est des gens qui se réclament un peu de sa pensée. Mais c'est pas son parti Equinox. Hein. Lui, il est en mode je ne fais pas de parti, ce n'est pas mon approche. Voilà, il a 2 trucs. Il a The Shift Project et je sais plus l'autre institut là. Mais non. Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Vous n'êtes absolument pas surpris. Non, je suis un peu... j'aime pas ce qui se passe. Vous le subissez comme tout le monde. Je le subis comme tout le monde. Mais Déjà, j'ai il subit, il est obligé de mettre des chemisettes un peu ridicules. Donc oui, il le subit. Hein. envie de dire tout se passe comme prévu, malheureusement. Jean-Marc Jancovici, il y a évidemment des conséquences très concrètes. Après, en vrai. C'est un ingénieur hein, de base, Jean Covici. Un ingénieur qui porte une chemisette, moi j'aime bien. Parce que c'est le look ingénieur. Vous avez jamais connu d'ingénieur brillant, ultra sympa, qui portait des chemisettes. C'est un profil à part entière. L'ingénieur très sympa et très cool, et assez brillant, et avec qui on a des conversations super intéressantes, qui porte des chemisettes roses, c'est un classique. Oui, c'est le look physicien, exactement, le look physicien. Le look prof de physique super cool, j'ai des conversations passionnantes avec lui. Du coup, moi j'aime bien. On va y venir dans un instant sur les questions de transport, de santé, d'école. Mais au fond, quand je vous écoute et que vous dites on continue à rajouter des gaz à effet de serre, je voudrais qu'on arrive à peut-être se mettre d'accord sur les chiffres et que vous m'expliquiez ce qu'il en est. Parce que les chiffres montrent justement que ça a commencé à descendre. Et pour le coup, le thermomètre monte. L'INSEE hier, et justement, je voudrais comprendre comment vous lisez ces chiffres, ou alors s'ils sont faux. L'INSEE sur le climat a publié cette semaine l'idée que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 2,1%. En France. En France. Oui, en France. La France, c'est un petit pays. Hein. C'est moins d'1% de l'humanité. Et 2,7%, bon, bah, tant mieux, on prend ce qu'on peut prendre, mais ouais, ça va quoi.
Oui, en France. pour 2026. Qu'en Oui. France, si on prend la période 2017-2026, il y a une baisse de 25% des émissions de gaz à effet de serre. On a Oui. baissé d'un quart. Oui, mais ce qui La compte... France n'en fait pas déjà assez. La France est un bon élève. La France est un bon élève du réchauffement climatique, nous. C'est pas vrai, la team. Ce qu'il faut regarder, c'est la dette écologique, la dette carbone, je crois que c'est comme ça qu'on en appelle. Dans la table ronde qu'on a fait, le talk qu'on a fait avec l'ONG mercredi dernier, les replays arrivent bientôt. Ça, c'était le 3e talk, je crois. Donc c'est là où on parlait de l'annulation de la dette des pays du Sud, justement pour des raisons climatiques. Annulation partielle ou totale, c'est un des trucs. Et il y a l'analogie du gâteau, quoi. En gros, en termes de CO2, en termes de gaz à effet de serre, en fonction du pays que t'es, de ta population, t'as le droit à une part de gâteau. Le gâteau, c'est la quantité totale de CO2 que l'humanité a le droit de produire sans que ça fasse le dérèglement climatique. Et donc le gâteau, vu qu'on est 70 millions en France, on a une toute petite part de gâteau. Vous voyez ? Et nous, cette part de gâteau, non seulement on l'a bouffée depuis longtemps, mais on a bouffé la part de gâteau, quand on regarde sur des siècles et des siècles, on a bouffé la part de gâteau de énormément d'autres pays bien plus gros que nous, et notamment ces pays du Sud qu'on a exploités et chez lesquels on fait de l'extractivisme et on construit des gigantesques mines ultra polluantes. Vous voyez ? Donc dire, mais la France est un bon élève pour le réchauffement climatique. Bah non, du coup. Quand tu regardes, on a bouffé tout le gâteau des autres et on continue à manger trop. Donc oui, on fait des efforts, mais c'est pas suffisant. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire, typiquement, pour rendre un peu d'espace, laisser respirer un peu les pays qui, eux, avaient le droit à une plus grosse part de gâteau et on n'en mangeait qu'une petite partie, les mêmes pays qu'on exploite pour les matières premières, bah typiquement, il y a une solution qui peut être très bien, et une piste dans laquelle la France et les pays occidentaux de manière générale, les pays historiquement colonisateurs, peuvent faire, c'est l'annulation de la dette des pays du Sud. Parce que les pays du Sud, ils sont étouffés par leur dette, ils ont une dette qui, en point de PIB, est inférieure à ceux des pays occidentaux, mais ils payent des 10% d'intérêts. Et le poids de la dette dans certains pays du Sud, donc les intérêts qu'ils doivent rembourser aux créanciers américains en grande partie et européens, et ben ça fait qu'ils ne peuvent pas avoir de politique publique décente et certainement pas de politique de bifurcation écologique, alors même que c'est les pays, en plus, qui vont le plus souffrir du réchauffement climatique. Ouais, un colonialisme carbone, on peut carrément appeler ça comme ça. On arrête le gâteau et on fait un régime. Non, le gâteau, c'est de toute manière, le gâteau, c'est la quantité de Je ne sais CO2 pas ce que c'est que qu'on a le super droit profit. de produire en tant qu'humanité tout entière. Et donc, genre, si tu veux prendre le truc au sérieux, la France serait un bon élève de l'écologie. La condition sine qua non, et c'est le strict minimum, si la France se battait à l'échelle internationale pour l'annulation de la dette des pays du Sud envers les créanciers occidentaux. Parce que qu'est-ce qu'on s'en batte les couilles que BlackRock se fasse un bon rendement sur des pays où ça sera invivable dans 50 ans. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de BlackRock, qu'ils aillent se faire enculer. On pourrait se dire, oui, mais c'est les fonds de pension américains, c'est les retraités américains qui vont payer. Eh ben, fallait faire la retraite par répartition, comme on a en France. Quant à la vision là-dessus, la vision, tu te rends compte que communisme et écologie, à un moment donné, ça va être la même chose en réalité. Ça va être la même chose. L'écolomunisme, les amis, l'écolomunisme. Pour le climat en France, c'est les émissions mondiales. C'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Pourquoi ça ? Parce que le CO2 est un gaz chimiquement stable une fois dans l'atmosphère, donc il va y rester très longtemps une fois qu'on l'a mis. Et donc, Pardon, je suis un peu vulgaire aujourd'hui, désolé. à cause de la circulation Pour ceux qui atmosphérique ont des qui enfants dans brasse la maison. l'air partout sur la planète, en fait, le lieu d'émission du CO2 n'a pas d'importance. Donc le réchauffement que nous sommes en train de subir en ce moment, c'est la conséquence des Merci émissions Ndilax pour le passées sub. en France, aux États-Unis, Merci. en Chine, en Mongolie, en Norvège, en Suède et partout ailleurs, en Argentine et partout ailleurs. Voilà. Mais ça veut dire aussi, Jean-Marc Jancovici, que des efforts ont été faits et qu'ils ont porté leurs fruits. Alors, des efforts ont porté leurs fruits en ce qui concerne les émissions françaises, mais en ce qui concerne les émissions mondiales, elles sont en hausse depuis toujours. Mais donc ça veut dire que là, on se donne du mal, mais de toute façon, on est tributaire des autres. Alors, on est tributaire des autres en ce qui concerne le climat. Par contre, il y a eu un petit truc dans l'actualité récemment qui vient se rajouter à la canicule, qui s'appelle le détroit d'Ormuz, qui nous rappelle que de toute façon, nous, on va devoir faire avec de moins en moins de combustibles fossiles parce qu'on importe tout et que les gens qui nous fournissent vont voir les gisements de toute façon se tarir. Mais votre réponse à vous là-dessus, c'est pas forcément de se dire, bah allons nous fournir ailleurs, c'est apprenons à nous en passer. Ben c'est qu'on peut plus, on va plus pouvoir se fournir ailleurs. Vous savez, extraire du pétrole, c'est vider des placards. Le pétrole met entre 40 et 400 millions d'années à se former sous terre. Le gaz pareil, le charbon pareil. Et quand vous videz un placard, c'est assez facile de comprendre que au bout d'un moment, vous pouvez plus avoir en provenance de votre placard la même chose qu'avant. C'est vraiment terrible, hein, parce que les vulgarisateurs des questions énergie-climat, surtout face à des journalistes où c'est leur métier, etc., t'es obligé d'arriver avec des analogies comme si tu parlais à un gamin de 5 ans, quoi. Tellement ils ont pas envie de comprendre parce que ça les arrange pas et que potentiellement ça pourrait leur faire perdre leur position dominante dans la société. Ça pourrait faire changer le système qui leur profite. Et du coup, ils font exprès de pas comprendre, t'es obligé d'arriver en mode, bon alors, imaginez un gâteau. C'est comme une part de gâteau, tu comprends ? Ok, la part de gâteau, elle est plus ou moins grande. Lui, il arrive Jancovici en mode, alors, imagine un placard, tu prends les trucs dans le placard, il n'y a plus rien dans le placard, tu peux plus bouffer.
Obligés de parler comme si on parlait des gamins de 5 ans, quoi. C'est désespérant. C'est désespérant. Donc, Le placard se vide. Le placard se vide, exactement. Et donc, Oui, c'est pour vulgariser pour les téléspectateurs, je sais bien, mais qu'on en soit encore là à faire des petites analogies simples, que ce soit pas vraiment juste absolument compris par toute la société. C'est vraiment don't look up, on n'a rien inventé. Et aussi, il faut dire un truc, on a beaucoup moins parlé d'écologie ces derniers temps. Et c'est la faute peut-être de tous ceux qui n'ont pas suffisamment parlé d'écologie. Moi, je sais bien, j'ai très peu parlé d'écologie au final ces derniers temps. Il y a un côté où on en parle moins, du coup, moi j'en parle moins parce que je m'y intéresse moins, puis c'est pas ce qui fait le plus cliquer sur la miniature YouTube. Je fais partie du problème aussi. Mais pourquoi aussi on parle moins d'écologie ? Parce que je vais faire une analogie. Il y a un chemin vers la bifurcation climatique. Il y a un chemin. Il se trouve que ce chemin, il est bouché par un énorme rocher. Et tu peux pas avancer dessus. Cet énorme rocher, il s'appelle le fascisme. L'extrême droite. L'extrême droite monte partout en Europe et l'extrême droite est par essence anti-écologiste. Pourquoi j'ai pris une voix de The Great Review en disant ça ? Donc, je veux dire, de toute façon, l'extrême droite, ils s'en battent les couilles de ces sujets-là. Tant que l'extrême droite est au port du pouvoir, voire au pouvoir, l'écologie, c'est un non-sujet pour eux. C'est un non-sujet pour eux. Il suffit de regarder Trump. Voilà, il suffit de regarder Donald Trump. Donc, au bout d'un moment, tant que ce chemin vers la bifurcation écologique sera bouché par le rocher fasciste, le rocher de la fascisation et de l'extrême droite, qu'est-ce que tu veux faire ? Il va falloir dégommer le rocher et après, enfin, peut-être on pourra enfin parler de l'écologie. Mais en réalité, les deux vont se mélanger à un moment donné. À un moment donné, la crise écologique va fragiliser la position de nos adversaires. Je le mets au pluriel. J'en suis convaincu de ça. Ça, j'en suis convaincu. Moi, s'il y a un truc qui me fait un peu garder espoir, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le monde, Pachamama elle-même, la terre, mère et nourricière, elle va jouer de notre côté. Hein. Elle va jouer du côté de l'anticapitalisme. Hein. Ça me paraît évident. L'approvisionnement peut pas être et du garanti côté de la planification économique et écologique, du côté de tout un tas de choses, quoi. pour l'éternité. Alors, le détroit d'Ormuz, on va voir s'il rouvre ou pas. Oui, En attendant, en effet, on entend les propos même de Donald Trump qui, pratiquement première... Oui, le rocher, c'est surtout l'impérialisme américain. Mais voilà, il y a plusieurs rochers. Mais en tout cas, voilà, l'extrême droitisation, c'est aussi le renforcement de l'impérialisme américain. C'est ce qu'on voit avec Trump, quoi. Donc en fait, le chemin est bouché par tout un tas de choses, dont un gros caillou qui s'appelle le fascisme, quoi. Voilà. Ah, Samzira sur l'UMA, c'était aujourd'hui? Ah oui, c'était ce matin. C'est vrai qu'ils ont reçu Samzira. Trop cool. Et Samzira, t'as fatigué? Ils l'ont cook, du coup? Il s'est fait cook un peu? J'en parlerai avec eux ce soir. Demain soir. Premier mot après le début d'un accord, c'était rallumer les moteurs, faites couler le pétrole. Oui. Alors, aux États-Unis, ils peuvent, parce qu'ils sont redevenus le premier producteur mondial. Mais sur la planète, on peut pas. En fait, la planète a passé en 2008 le pic de production sur le pétrole qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas pétrole de schiste américain et sable bitumineux canadien. Et en ce qui concerne l'Europe, l'Europe est en décrue subie de combustibles fossiles depuis 2007. Tout simplement parce que nous étions dépendants de la mer du Nord qui a passé son pic en 2000 sur le pétrole, en 2005 sur le gaz. Nous étions dépendants du charbon qui a passé son pic dans les années 80 en Europe. Donc en fait, en Europe, on est en décrue subie de combustibles fossiles. Et même si demain matin, la Commission, les dirigeants allemands, français, italiens, etc. disaient rallumer les moteurs, on en consomme autant qu'on veut, on continuerait à consommer de moins en moins d'hydrocarbures. Tout simplement parce qu'il y en a de moins en moins qui sont accessibles aux Européens. Ça veut dire que quand Emmanuel Macron dit le soir de Versailles... Il est toujours all-in nucléaire, Janco. Il n'a jamais été all-in nucléaire. Il a toujours été pro-nucléaire. Et en fait, il a aussi arrivé à un moment, Jancovici, où... Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Le discours anti-nucléaire, il était très consensuel à gauche. Pas à gauche, mais dans l'écologie politique. Il y a vraiment beaucoup un discours ancré anti-nucléaire dans l'écologie politique en France. Il arrivait à un moment donné où il était en mode moi je suis pro-nucléaire. Et donc du coup, on a beaucoup insisté, on l'a beaucoup perçu comme étant le pro-nucléaire dans l'écologie politique. Mais il kiffe le nucléaire, hein, je dis pas le contraire. Mais il a toujours dit qu'il fallait un mix énergétique et qu'on a différents scénarios. Pour lui, il faut garder le nucléaire. Mais que de toute façon, si tu prépares pas un mix énergétique avec beaucoup de renouvelables dedans, tu peux pas te reposer uniquement sur le nucléaire. Donc il est pas en mode all-in nucléaire. Il est en mode le nucléaire c'est un moindre mal. Moi je veux pas m'en passer à moyen terme. Mais à côté de ça, de toute façon, si tu fais pas la bifurcation écologique avec des investissements massifs, en mettant en place tout un tas de choses, dont un mix énergétique où le renouvelable prend une place qui grandit de jour en jour, c'est mort dans tous les cas. Voilà, c'est toujours le discours qu'il a eu. C'est pas all-in nucléaire, quoi. Voilà. C'est une bonne nouvelle parce que les prix à la pompe vont baisser. À vos yeux, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Attendez, de quoi? J'ai pas entendu la question, excusez-moi. Ils sont accessibles aux Européens. Ça veut dire que quand Emmanuel Macron dit le soir de Versailles, c'est une bonne nouvelle parce que les prix à la pompe vont baisser, à vos yeux, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah non, alors de toute façon, quelque chose qui va peut-être choquer une partie des gens qui nous écoutent, le pétrole est gratuit au regard du service qu'il nous rend.
C'est-à-dire le pétrole a fait le monde, enfin les combustibles fossiles ont fait le monde moderne. Ça a fait notre pouvoir d'achat, les retraites, les études longues, l'urbanisation, le milliard d'objets qu'on peut s'acheter, le commerce en ligne, les smartphones, etc. Tout ça, c'est des combustibles fossiles. Et donc, au regard de ce que ça nous a amené, ça ne vaut rien. C'est peanuts. C'est peanuts, absolument. J'ai jamais trop entendu dire ça. En vrai, je vois ce qu'il veut dire. Hein. Genre, oui, ça coûte cher à la pompe, mais genre, ça façonne totalement l'humanité depuis des siècles. Donc bon, à un moment donné, les choses ont un prix. Les choses ont un prix. Voilà. Si on veut essayer de vivre sans pétrole, on verra ce que c'est. La vie, ça va être différent. Voilà. Mais est-ce que ça veut j'ai pas suivi du tout Jancovici ces derniers temps. dire qu'il faudra renoncer à toute la liste que vous venez de faire? Alors ça dépend. La semaine Il est prochaine. radical maintenant. Vous trouvez qu'il se radicalise avec le temps ou pas? Ou c'est le classique Jancovici, il a jamais dénié de sa ligne? J'ai vraiment pas suivi ces derniers temps. Hein. Son discours il est vraiment dangereux quand il parle politique. Par contre, on est d'accord. Mais moi je trouve que c'est un excellent vulgarisateur des questions énergie-climat. Oh non, il reste classique. C'est du Janco, du bon vieux Janco quoi. Okay. Non, à l'échelle du siècle, oui. Renoncer. On va en avoir de moins en moins, oui, il va falloir faire avec de moins en moins. Apprendre à s'en passer. Est-ce que vous êtes partisan de la décroissance? Elle est déjà là. Alors, avant de passer à ça, il dit on va devoir apprendre à se passer de pétrole. Oui, mais en fait, le truc c'est se passer de pétrole, ça veut pas dire retourner au Moyen-Âge. C'est là où il peut y avoir une confusion qui est faite. Merci Luma pour le raid, let's go. Merci beaucoup l'humanité. On est en train de se Jean-Marc le Janco. On est en train de regarder Jancovici parler de la canicule. Un sujet important. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé Jancovici. Vous savez quoi? Ça fait du bien. Salut Samzira est nazi compatible à ce point-là? C'était le truc avec Samzira? C'était bien alors? Ouais, j'espère que vous l'avez bien cook. Enfin, le bien cook, oui. Le but c'est de cook aussi les gens, de les mettre face à leurs contradictions. Hein. Alors petit truc, je vous le dis maintenant que c'est fait. Il y a un moment donné, on se posait la question. C'était plus ou moins moi et Anto qui étaient censés faire l'interview de Samzira pour la dernière de Ribot dans l'UMA. Et au final, ça s'est pas fait. C'est très bien. Aucune jalousie ou quoi que ce soit. Samzira un gros PB du coup. Ah ouais? C'était cool, c'était bien. Moi j'étais au courant que Samzira allait être interviewé par l'UMA. J'étais dans la boucle à un moment donné. Mais du coup non. Merci fête de Hello 15, 16, 17 mai 2027. Merci beaucoup pour tous ces subs. Incroyable. Attends, j'attends qu'il y ait le... Faudrait que tu regardes l'interview Ribot. Je vais le Je regarder. ne sais pas ce que c'est que le super L'UMA profit. aussi te pistonne. Non mais je bosse avec eux, c'est pas du piston. Merci beaucoup. Fête de Hello 15, 16 et 17 mai 2027. Merci infiniment camarades pour ces 5 subs offerts à la communauté. Voilà. Merci l'ami. Croissance. Elle est déjà là. Et merci Luma pour le raid. Quand on regarde l'économie européenne, en fait, elle est déjà en décroissance depuis une vingtaine d'années. Ah oui, donc je disais, pardon, j'ai relancé direct, je parlais de quoi? Oui, je disais, excusez-moi. Arrêtez d'utiliser du pétrole, ou limitez énormément l'utilisation du pétrole, ça veut pas dire retourner au Moyen-Âge. Parce qu'en fait, si on a un truc qui s'appelle des énergies renouvelables, premièrement, et deuxièmement, qu'on a plus trop de machines qui tournent au moteur thermique et tout est électrisé. Il faut à la fois électriser les réseaux, électriser les technologies qu'on utilise. Typiquement, avoir des voitures électriques. Mais il faut les bonnes voitures électriques. Hein. C'est pas faire des Tesla qui roulent très très vite. Faire des véhicules légers qui permettent de faire des courtes distances. Généraliser le train le plus possible. Ce genre de choses. Qui permettent d'électriser un maximum les technologies qu'on utilise. Et qu'en plus, l'électricité est produite avec du renouvelable. Du coup, ça veut pas dire un retour au Moyen-Âge. Hein. Ça veut pas dire un retour au Moyen-Âge d'arrêter d'utiliser du pétrole, mais à un moment donné, oui. Il va falloir le garder vraiment à sa portion la plus indispensable, peut-être. Il y aura peut-être toujours un tout petit peu de pétrole pour certaines utilisations. Ok. Mais je veux dire, ça sera sans commune mesure avec maintenant. Mais ça veut pas dire retourner au Moyen-Âge, encore une fois. Mais pour ça, voilà, il y a 3 grands axes pour pouvoir le faire. C'est sobriété. On produit pas plus que ce qui est là pour répondre aux vrais besoins humains. Donc typiquement la médecine, ce genre de choses. Voilà quoi. Ce qui permet de vivre décemment, dignement. Sans un trop grand retour en arrière, on va dire. Deuxièmement, l'électrisation des réseaux et de toutes les technologies qu'on utilise pour être plus dépendant aux énergies fossiles, mais uniquement dépendant à l'électricité. Et troisièmement, il faut que cette électricité, elle soit produite avec des technologies les plus vertes possibles, les plus écolo possibles. Donc pas des énergies fossiles, typiquement de l'éolien, du solaire, etc., du photovoltaïque. Si on arrive collectivement à l'échelle de l'humanité, déjà à appliquer ces 3 grands principes, on peut y arriver. Je veux dire, c'est pas non plus... Il n'y a pas de raison à ce que 7 milliards d'êtres humains, avec tout le génie humain qui existe, toute la technologie, tous les cerveaux et tous les bras qu'on a, si on décide à l'échelle de l'humanité de tous s'y mettre et d'aller dans ces 3 directions en même temps, on peut le faire. C'est pas impossible. Mais encore une fois, le problème, c'est que tant qu'il y aura des Trump et des Elon Musk et tant qu'il y aura le capitalisme, si vous voulez, financiarisé, etc., on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que tout ça va à l'encontre des intérêts de classe de la bourgeoisie capitaliste. Tout simplement. L'économie européenne, en fait, elle est Macron, déjà en évidemment, et tous décroissance. leurs VRP et tous leurs représentants au plus haut niveau de l'État.
L'économie européenne, en fait, elle est déjà en décroissance, Oui, décroissance. depuis une vingtaine d'années. Alors, à quoi je mesure ça? À la quantité de marchandises qui circulent dans les camions. Cet indicateur baisse depuis 20 ans, depuis 2007. Et au mètre carré construit dans l'année, cet indicateur baisse depuis 2007 également en Europe. Donc, en fait, l'économie physique en Europe, elle est déjà en train de se contracter. Et c'est une raison pour laquelle une fraction croissante de nos concitoyens ont du mal à joindre les deux bouts, ont de plus en plus de mal à se loger, à accéder à la consommation. C'est la fameuse sobriété subie. C'est Macron qui disait ça, je crois, je sais plus. Non, je sais plus. La sobriété choisie, où on s'organise collectivement pour aller vers moins de production et garder une production juste pour le nécessaire, on va dire. Mais si on le choisit pas, si on reste dans le système là, cette sobriété sera subie. Et là, ça commence à faire mal, quoi. Ça commence à faire là. Alors, je vois qu'il y a des gens qui disent, ouais, il n'y a pas que l'aspect énergie. Les ressources non renouvelables sont aussi des matériaux souvent utilisés de manière non recyclable. Oui, tout à fait. Là, j'ai pas fait le tour de toute la question de la bifurcation écologique, quoi. Mais ce truc des 3 grands axes, où déjà, si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on peut y arriver. Je trouve que c'est facile à dire, c'est facile à entendre, et je trouve que ça peut donner un peu espoir aussi, quoi. Voilà. Quand vous recevez un distributeur ici, il vous dira qu'une large partie de la population française déconsomme déjà. Alors pas monstrueusement, mais un peu. Et tout ça, c'est la conséquence de ce que je viens d'évoquer sur l'énergie. Et que c'est déjà amorcé, on va en venir. Alors effectivement, là, c'est le problème où il parle pas de politique, il parle pas trop d'économie, etc., etc. Donc bon, il y a des angles morts dans son discours, quoi. Évidemment, c'est un discours qui marche bien dans l'Occident, mais dans le Sud global, les gens veulent aussi se développer. Ouais, mais encore une fois, si en termes de part de gâteau, etc., etc., s'il y a des pays du Sud qui se développent et qui se développent de la bonne manière, justement en se développant sans être full dépendant aux fossiles, etc., si à l'échelle de l'humanité, notamment c'est ce que je disais avec l'annulation de la dette des pays du Sud, tu pourrais logiquement te développer, déjà avec moins de dette carbone historiquement, premièrement, et tu peux te développer d'une manière qui serait plus écolo que comment l'Occident s'est développé pendant des siècles. Mais oui, effectivement, ça c'est un discours qui reste aussi un petit peu occidentalo-centré. Mais je veux dire, le développement des pays du Sud, c'est pas forcément vivre comme les Occidentaux ont vécu pendant des siècles. Et ça serait déjà du développement. Mais donc après, c'est compliqué parce qu'effectivement, t'as ce truc-là, on en a parlé pendant le talk qu'on avait fait avec CCFD Terre Solidaire. Ils disaient, bah voilà, il y a des trucs aussi où parfois ça ouvre des mines dans des pays. On est en mode genre, oh, c'est désastreux. Ils font des mines. Oh, et en plus, c'est pour construire des panneaux solaires. Il y a un paradoxe là-dedans, on va jamais s'en sortir. Mais parfois, les populations sur place, alors je dis pas qu'ils sont contents d'être exploités dans la mine. Ça peut être des mines ou d'autres choses, mais il y a aussi parfois où ça crée juste de l'activité économique. In fine, ça crée quand même de l'emploi, ça crée du développement aussi, quoi. Donc c'est pour ça, il y a plein de trucs où c'est assez tendu et c'est compliqué. De toute façon, là, j'ai pas vocation à faire le tour du sujet de la bifurcation écologique à l'échelle internationale. C'est un réacteur Jancovici qui va durer 1 heure. Bon, voilà, quoi. Le truc, c'est que tout ça, c'est dans le monde des idées. Concrètement, la Guyane a besoin de pétrole parce que la France ne finance pas leur développement. Ouais, mais si la France finançait plus leur développement, ils auraient peut-être un peu... Voilà. Et si on se donnait les moyens, à l'échelle mondiale, d'être moins dépendant du pétrole, est-ce que la Guyane pourrait pas se développer sans être en mode full pétrole, quoi? Je pense que oui. Est-ce que c'est entendable, là, actuellement, par les Guyanais? Bah, peut-être pas, mais c'est compliqué. Avec quel argent? Bon, tu sais, on peut le trouver, l'argent. Hein. C'est très bien. Dans les poches des puissants. Conséquences, mais là, immédiatement, quand vous me dites c'était prévu, ça va continuer à monter, sur les ça va continuer à monter jusqu'où? C'est-à-dire vos analyses en alors fonction ça va dépendre de ce qu'on va continuer à rajouter comme CO2 dans l'atmosphère. En gros, à partir du moment où on a créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère, comme le CO2 est très stable chimiquement, il faut attendre plus de 10 000 ans après arrêt des émissions pour que le surplus s'évacue. Vous êtes en train de me dire qu'il va falloir attendre 10 000 ans pour que la température baisse? Alors, il va falloir attendre 10 000 ans pour que le surplus s'évacue. Non, la température va baisser avant 10 000 ans. Par contre, pour que la température commence à baisser, il faut que les émissions deviennent nulles. Les émissions planétaires deviennent nulles. À zéro. À zéro. On en est très très loin. On en est très très loin. Donc, tant qu'on continue à rajouter du CO2... Quand on dit à zéro, c'est que... Parce qu'il y a certaines émissions qui sont réabsorbées de toute manière par les forêts, par les biomes, etc., etc. Et donc, du coup, on est quand même à zéro. C'est bien ça. De toute façon, nous, quand on respire de l'oxygène et on respire du dioxyde de carbone qui est récupéré par les plantes et tout. Oui, non, ah, mettez-vous d'accord. Oui, un bilan nul. Non, c'est pas 0-0. C'est un bilan nul, 0 net. Voilà. 0 net. Donc ça veut pas dire... ouais, ok. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de respirer, évidemment. C'est 0 net. Voilà. Donc t'enlèves tout ce que la nature récupère via la photosynthèse et tout. C'est bien ça. Mais 0 net, on en est très, 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 très loin, quoi. Évidemment. CO2 dans l'atmosphère, la température... Imagine une baignoire. Apolline qui devient éco-anxieuse sous nos yeux. Bah ouais. Et on va dire, ah mais oui, c'est vrai qu'il y a ça, moi j'ai oublié avec la clim. Sauf qu'elle vient en taxi le matin, après elle est dans les bureaux, elle repart en taxi le soir, enfin le midi. C'est climatisation à tous les étages. Hein. Dans l'atmosphère, la température... Alors attendez, non, il y a une chose, vous dites nul, mais entre nul et rajouté, il y a quand même une baisse. Non, tant que c'est nul, tant que c'est pas nul,
une partie du CO2 qu'on émet reste dans l'atmosphère et la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente. Donc Jean-Marc Jancovici, ce matin, vous nous dites que les 40 degrés qu'on a Mais passés c'est pas moi qui vous déjà le dis, hier... c'est- Non, mais vous nous dites, vous constatez, l'ingénieur... Le GIEC le dit depuis spécialiste 40 ans. du climat, qu'au fond, le fait qu'on passe de plus en plus tôt et de plus en plus haut des records, ça ne va que continuer pendant quoi ? Au moins 10 ans ? Ça va continuer jusqu'à temps que les émissions soient pas nulles. Donc pendant beaucoup plus que 10 ans. On fait quoi ? C'est là qu'on voit quand même l'efficacité médiatique d'un mec comme Janco. Hein. Ça crée une certaine ambiance dans le plateau. Hein. Le petit blanc comme as, c'est pas tous les jours que tu l'entends chez Apolline de Malherbe. Hein. Souvent, elle rebondit. Et là, il y a eu un petit blanc de 2 secondes où c'est en mode genre. Nul. Donc pendant beaucoup plus que 10 ans. On fait quoi en attendant ? Des moments de flottement comme ça sur un plateau du genre, c'est pas tous les jours. Hein. C'est pas tous les jours. Hein. Salut Bam, comment ça va ? Remettre en question l'accumulation du capital serait peut-être déjà une bonne chose. Bah ouais, évidemment. Bah, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Janco, il politise pas le truc, même s'il a une certaine efficacité médiatique. Évidemment. Je vous renvoie vers Bam. Hein. Je sais pas. Tu streams beaucoup en ce moment, Bam, ou pas forcément ? Si vous voulez le mec le plus calé en écologie de France, je grossis peut-être un peu le trait, mais franchement, le mec ultra based, le gros cerveau de l'écologie, qui en plus est marxiste et tout, quoi. Authentique, vrai gaucho. Bam Wepan, hein, l'homme de la situation pour ça. Trop chaud, Bam. Moi, je sais qu'il y a pas mal de trucs où on discute exprès parce que je suis en mode genre, t'en penses quoi, ça ? Je te fais un shout-out. Je sais pas si tu stream en ce moment ou quoi, mais en tout cas, voilà. J'ai envie de te faire un shout-out. Parce que t'es le meilleur. Pas souvent, mais fait pas mal de sujets récents sur ça. Ok. Ah bah, il faut baisser les émissions le plus vite possible. Ça, c'est Mais très est-ce que clair. Merci BatX. J'ai bien aimé ta participation dans le bilan hier, alors je suis venu. Donc c'est bon, c'est le nom officiel de l'émission. Incroyable. Est-ce que c'est foutu ? Est-ce que ceux qui nous Alors, écoutent une là... partie de ce qui est foutu, entre guillemets, C'est pas mal humain. Franchement, si un jour il cherche un spécialiste des questions écologiques, je te promets. De toute façon, moi, on me dit, tu connais un mec qui est super calé en écologie ? Je pense à Bam Wepan automatiquement, peu importe le contexte, hein, vraiment. que c'est pas parce qu'on va commencer à baisser les émissions que le climat va se remettre dans l'état dans lequel il était avant qu'on ait commencé à émettre. Ça n'arrivera pas de votre vivant, ni du vivant de vos enfants, ni du vivant de vos petits-enfants. Donc il va falloir apprendre à vivre avec un climat qui aura changé de toute façon. D'ailleurs, vous parlez d'enfants et de petits-enfants, mais... Ça veut pas dire on fait rien pour le réchauffement climatique. Donc, quoi qu'il en soit, on va être obligé d'apprendre à vivre avec un climat qui a changé. Ce qui veut pas dire qu'on doit mettre toute notre force au service d'une transition climatique. Faut faire les deux. Mais l'adaptabilité, la question est d'ores et déjà posée. Regardez la canicule. On parle que de ça, là. Une grande partie de la classe politique, économique, s'effraie du fait que les Français ne font plus d'enfants. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une bonne nouvelle que les Français ne fassent plus d'enfants ? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Vous avez un avis, mais vous voulez pas le donner. Non, Vous avez peur de la polémique. Non, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est d'abord avoir un enfant, c'est une décision extrêmement personnelle. Ce qu'on constate, c'est que Je ça vous concerne demande pas sur le ça fait concerne d'avoir pas d'enfants ou pas à titre personnel, mais à titre collectif. On va pas commencer à avoir un discours malthusianiste ou quoi que ce soit. En vrai, normalement, c'est un peu la nature humaine aussi de se reproduire. On est des mammifères. Enfin bon, je dis pas, on n'est pas obligé de se reproduire pour être un être humain, quoi. Mais là, c'est un truc. Faire des enfants, il y a toujours des gens qui feront des enfants. Là, les gens, ils en font moins. Aller dans cet engrenage-là, de dire peut-être que si la population diminuait, ça serait bien. Non, je vais le laisser finir. C'est un long débat. D'abord, ça concerne pas que la France. La baisse du nombre d'enfants est quelque chose qui est mondial. C'est un phénomène mondial qui se constate absolument partout. C'est juste. Et sur les 5 dernières années, du reste, ça s'est même accéléré de façon très forte. Et ça a surpris beaucoup de démographes, du reste. Et donc, c'est difficile, avant de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Ce que je veux dire, c'est que ma question, c'est est-ce que lorsque les politiques disent il faut réarmer démographiquement le pays, il faut encourager, aider les familles. Alors, la seule chose que je peux vous Oui, dire... c'est la consommation plus que la démographie, en vrai. Il me semble que c'est en Inde, tu prends le taux de CO2 par habitant. Par rapport à la France, c'est sans commune mesure, quoi. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais je crois qu'il y avait une stat à un moment donné qui tournait un peu. C'est en mode si on avait le même taux de CO2 par habitant que les Indiens, c'est 1 milliard de personnes. Hein. C'est pas 3 babos qui vivent en autarcie dans un chalet au fond d'une forêt. Hein. Ça va, c'est 1 milliard de personnes, quoi. Et à ce côté, si on avait le même taux de CO2 par habitant que l'Inde, la démographie, ça irait, quoi. Déjà, ils sont quasi tous végétariens, ça aide. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Bah ouais, de fou, hein. De fou. Mais c'est pour ça, c'est le genre de truc, on est en mode genre, on va tous mourir. Le but, ça serait quoi ? On consomme moins d'animaux. Voilà. Un steak, c'est pour les grands soirs, pour les grandes occasions, et sinon, on bouffe des bons petits plats véganes bien délicieux et équilibrés. C'est vraiment si impossible à mettre en place, ça ? C'est vraiment la fin du monde que de faire ça ? Ça va. Moi, je dis ça, je suis pas végétarien, etc., mais genre, non, pas envie, c'est... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà. Franchement, il y a des trucs, tu te dis, déjà, ça aiderait tellement.
D'être même pas végétarien, mais de garder la viande vraiment pour les grandes occasions, quoi. Et peut-être, moi parfois j'imagine un monde un peu post-écolo, un monde où on a vraiment fait la bifurcation écologique. Moi parfois j'imagine ça, où il y a plein de gens qui vivent et qui ont des poulaillers. Les gens à la campagne, c'est un peu le bordel, il y a des poulaillers un peu partout, voilà. Ils ont leurs poules, ils bouffent des œufs quand même, et quand la poule elle pond plus, ils la bouffent, ils se font le poulet de temps en temps, voilà. Plein de gens à la campagne sont allés dans leur petit poulailler. Bon bah voilà, si t'as des poulets, tu peux quand même bouffer des œufs, bouffer un peu de viande, et c'est pas un désastre écologique, quoi. C'est le futur ça en vrai. Futur poulailler punk, ça existe le poulailler punk? On parle du solar punk, mais le poulailler punk. On a des panneaux solaires et des poulaillers partout. Voilà. Si vraiment il y a des gens qui sont en mode genre, ah, là, je peux pas vivre sans viande, tranquille. T'auras un gros panneau solaire sur ton toit et un bon poulailler dans ton jardin. Tranquille. T'en mangeras moins, mais t'en mangeras quand même. C'est que la Terre ne peut pas supporter 8 milliards d'individus vivant comme un Français modeste. Voilà. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Il peut les supporter comme un Français riche? Non. 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 Comme Je un vais Français comprendre. modeste consomme trop pour que 8 milliards d'individus puissent consommer comme lui. Et voilà. Donc il faut effectivement, en tout cas en l'état, Donc ça veut dire ne qu'il y a... pas augmenter ce chiffre. Voilà, donc ça veut dire que... Mais attends, mais Patrick Martin, tout à l'heure, il a dit que le problème, c'est qu'on produisait pas assez. Faudrait savoir. Alors qu'on lui parlait de la canicule. Hein. Il a dit, le congé climatique, non. Il faut produire plus. C'est ça le problème de la France. Hey, nique ta mère. Elle est vraiment con. Elle apporte la contradiction. Faudrait que tu creuses le mode de vie impérial. C'est quoi? C'est en mode dans les centres impérialistes comme la France. Bah, c'est notre mode de vie basé de toute manière sur l'impérialisme et l'exploitation des pays du Sud qui fait que ça, pour le coup, on va devoir s'en passer. J'imagine que c'est quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ouais. En gros. Et oui. Mais en plus, qu'on dit ça, ça donne vraiment l'impression, oh, la France, on va devoir vivre comme au Moyen-Âge à nouveau. Mais encore une fois, si on crée des infrastructures plus écolo, qu'on a une énergie plus verte, qu'on électrise un maximum de réseaux et de trucs et de machins bidules, on va devoir consommer moins au sens, on va devoir consommer moins de saloperies qui servent à rien. Donc bon, ça va, déjà, premièrement. Et deuxièmement, il y a un côté où, voilà, à consommation égale, si on agit suffisamment, à consommation égale, ça sera moins producteur de CO2. Donc il n'y a pas que la question du CO2, mais voilà, il y a aussi cet aspect-là, quoi. On apporte 60% de notre matière annuelle. Bah, effectivement, si le chiffre augmente trop, ça augmente les problèmes qu'on a à gérer. Entre-temps, Jean-Marc Jancovici, il va falloir... si on était moins des colons, vivre comme au Moyen-Âge, ça serait désirable sur pas mal de points. Oui, sur le rapport au travail et à tout un tas de choses. Tout à fait. Mais il faudrait quand même garder juste la médecine moderne et 2-3 choses comme ça. Et justement, garder l'industrie vraiment pour des choses utiles, quoi. Garder l'industrie, pas pour produire tout un tas de saloperies, déjà pour avoir une médecine qui fonctionne, des hôpitaux. Voilà, tu gardes quand même quelques machines pour les champs et tout, parce que c'est quand même game changer. Mais vraiment le strict minimum, quoi. Et des trucs où ça marche à l'électrique et pas au charbon, quoi. Et si à côté on vit un peu plus qu'au Moyen-Âge, mais sans avoir un taux de mortalité infantile à 50%, est-ce que c'est si grave que ça, quoi? Alors s'adapter, effectivement, ne serait-ce que pour survivre face à cette chaleur. Et il y a ce débat, clim ou pas clim? C'est pas un problème majeur. Alors la clim, C'est pas, effectivement, il y a débat là-dessus, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique écologique, la clim. Mais bon, parlons-en. d'abord c'est la partie émergée de l'iceberg. Il faut bien voir que le réchauffement climatique, certes... Mais voilà, un mort sur deux avant d'avoir 18 ans, 5 à 10 famines par siècle, le bon vieux temps. Moi, je veux pas retourner à ça. Mais est-ce que justement, si on garde l'industrie et la technique actuellement, pour justement éviter d'avoir la peste noire, un mort sur deux avant 18 ans et 5 à 10 famines par siècle, si ça nous permet de pas avoir ça et qu'à part ça, ça ressemble un peu plus à ce que c'était le Moyen-Âge, bon, ça va. On peut trouver l'entre-deux. Voilà, exactement. Même en soi, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est pénible quand il y a une vague de chaleur, moi le premier. Cela étant, c'est pas le fait d'avoir chaud. Puis oui, hein, le Covid, bon, c'est quand même moins grave de la peste noire, mais c'est parce que si on se soigne beaucoup mieux actuellement. Le Covid, ça vient de l'élevage intensif, etc., quoi. Voilà. C'est pas le fait d'avoir chaud qui est la conséquence la plus dommageable de ce qui est en train de se passer. Alors c'est quoi? Il y a des problèmes avec les récoltes, il y a des problèmes avec la fissuration des bâtiments, il y a des problèmes avec la résistance des infrastructures, les trains qui roulent ou qui roulent pas, il y a des problèmes avec les usines qui peuvent travailler ou pas, il y a des problèmes avec les chantiers extérieurs qui peuvent se mener ou pas, il y a des problèmes avec les fleuves et l'approvisionnement en eau, parce que quand il fait très sec et très chaud, vous avez moins d'eau disponible. Rappelez-moi, quel candidat à la présidentielle français a fait de l'eau un thème central dès 2017 et là encore a pris le temps dans son meeting de début de campagne de dire on va totalement changer le contour des régions pour que ça corresponde mieux en termes de gestion d'eau. Rappelez-moi, je me souviens plus. Asselineau? Non, c'est pas Asselineau. Quel candidat à la présidentielle parle de ça depuis 10 ans? Ouais, ça commence par Jean-Luc et ça finit par Mélenchon. Hein. Et d'ailleurs, figurez-vous que malgré le fait qu'il avait un programme antinucléaire et qu'on dit Jancovici c'est un pro-nuc, et c'est vrai,
le Shift Project, donc le truc qui a été lancé par Jean-Marc Jancovici. Ils avaient fait leur liste des meilleurs programmes pour la présidentielle en termes d'écologie, et qui était tout en haut, c'était LFI, alors qu'ils avaient un programme antinucléaire. Parce qu'ils étaient en mode l'antinucléaire, certes, mais c'est les seuls qui prennent le problème au sérieux, c'est les seuls qui parlent de planification écologique, de changer nos infrastructures, etc. etc. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, il en a radicalisé plus d'un en réalité. En tout cas, c'était une porte d'entrée. Moi je pense, mon daron, s'il n'y avait pas eu Jancovici, peut-être qu'il n'aurait pas voté LFI en 2022, je vous le dis clairement. Enfin, bref, il y a 1 milliard de problèmes dans lesquels le fait qu'on est chaud, c'est un problème parmi 50, et c'est pas nécessairement le plus grave. Avec cette question, vous évoquiez les trains. On voit par exemple qu'aujourd'hui, il y a 70 trains qui vont être annulés. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on voudrait encourager... C'est ça ton argument ? On veut plus de trains, mais vu qu'il fait chaud, les trains ils roulent moins bien. C'est ça ton argument ? C'est ça son argument ? Je n'ai jamais entendu cet argument-là. Je ne l'ai jamais entendu tellement il est con. Oui, bah on fait rien alors. On meurt. Vas-y, on a qu'à mourir. Vas-y, on meurt. Les gens à prendre les transports en commun, mais face à ces chaleurs, ils ne fonctionnent plus. Oui, alors ces chaleurs, c'est quand même pas toute l'année, donc il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Par ailleurs, il y a 70 trains qui fonctionnent pas, mais enfin il y en a quand même un certain nombre d'autres qui fonctionnent. Un grand nombre qui fonctionnent, et c'est surtout en l'occurrence là les trains les plus vétustes. Mais par contre, l'argument de merde. Même pour du Apolline de Malherbe, c'est chaud là. Ouais, peut-être qu'il fallait pas bousiller la SNCF sur les 40 dernières années. Peut-être qu'il fallait pas faire des avantages fiscaux sur le kérosène d'avion pour que ça coûte moins cher. Et qu'aujourd'hui, parfois, il y a des trajets, beaucoup de trajets, c'est moins cher en avion qu'en train. Peut-être que c'est les politiques et l'absence de politique publique sur le rail qui fait que c'est de la merde aussi, peut-être, au hasard. Peut-être si on arrêtait d'écouter les gens qui nous font du chantage à la dette et au déficit, et il faut produire plus, il faut travailler plus, et tout privatiser, ça va tout sauver. Peut-être si c'était pas ces gros FDP qui nous gouvernent depuis des siècles, ouais, on va dire des siècles, bah là, le rail fonctionnerait encore mieux. Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Macron et Djebari, on vous voit exactement. Pitié quoi, pitié. Mais ça le train, c'est vraiment le truc où je suis en mode, on vit dans un monde absurde. Il y a pas que ça qui rend le monde absurde. Mais le train, bah voilà, moi je suis français, j'ai pris le train toute ma vie et tout. Je prends très peu l'avion, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était il y a 8-9 ans, un truc comme ça. Bon, c'est pas, je vais probablement reprendre l'avion un de ces quatre, hein, voilà. De toute façon, Jancovici disait 4 allers-retours par vie, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Et bon, écoute, Timothée Paric. Attends, il y a beaucoup de messages dans le chat, je peux pas tout suivre, hein, faut que je live. Hein. Économiste écolo trop basé avec une moustache magnifique, tu vas tomber amoureux. Je le mets de côté. Timothée Paric. Il est là. Ah ouais. Vraie moustache. Économiste français, chercheur à la faculté des Hauts à HEC et l'université de Lausanne. C'est reporte sur la décroissance et la post-croissance. Oh, c'est intéressant ça, post-croissance. Sans moi, la décroissance, bon, c'est une chose, mais en fait, il faut juste arrêter d'utiliser la croissance comme un marqueur habituel. Je sais pas. The Stash. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, le rail, les trains, c'est absurde. Les trains, c'est trop bien. C'est électrique. Ça fonctionne super bien. Et pourtant, c'est une galère de prendre le train en France alors qu'on a un réseau ferré qui est censé pas être dégueulasse. Que la SNCF, historiquement, c'est un fleuron de l'industrie française. D'où le train, ça marche aussi mal. Et surtout, d'où le train, ça coûte aussi cher. Ça n'a aucun sens. Enfin, si, ça a un sens qu'à un moment donné, ils ont dit non, l'avion, c'est mieux, on va tout mettre sur l'avion, lol. Et on va tout privatiser pour que ça crée des marchés. Et du coup, ça fera qu'il y a des investisseurs qui se font de la thune dessus. Mais c'est absurde quand on y pense bien. Ça n'a aucun putain de sens que le train soit aussi cher, ces trucs d'ouverture à la concurrence et tout. Mais c'est de la merde. Le réseau est devenu dégueulasse, oui, mais c'était pas condamné à être ça, quoi. Vraiment, c'est... Et l'exemple du train, on a construit nos infrastructures dans un climat donné. Tout le monde sait que quand on chauffe des corps, ça se dilate. Par exemple, les rails, ils ont été construits pour supporter une certaine élévation de température. Si l'élévation de température est trop importante, la dilatation du rail est trop importante et les rails se cognent les uns contre les autres et les voies se tordent. Tout à fait. C'est pour ça les gens qui sont en mode « Ah, les SNCF, c'est des incapables. Pourquoi dès qu'il fait 35 degrés, les trains, ils roulent plus ? Il y a des pays chauds, les trains, ils roulent, hein ?» Bah oui, mais les trains n'ont pas été conçus pour avoir si souvent des températures pareilles. On les a mal conçus parce qu'il y a eu le réchauffement climatique entre-temps. Allô ? Ça, voilà, par exemple, c'est une des conséquences. Ça peut être une conséquence du réchauffement climatique. Et vous en avez également sur l'allongement des caténaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2003, il y avait une ligne à haute tension. C'est pareil sur les câbles des lignes à haute tension. Quand il fait très chaud, le câble se dilate. Ribot va faire des rêves de planification économique avec ce jeune moustachu qui lui susurre à l'oreille les solutions. Oh oui. Surtout que tu as dit planification économique. Moi, ce mot me donne une demi-molle, hein, voilà. Je suis devenu moine soldat du PCC juste parce que planification économique, c'est dire, hein. C'est dire, hein. Moi, ce petit trotskar anti-autoritaire là, je me mets à bander le PCC de Xi Jinping juste parce que planification économique. Donc oui, hein. Oui, tu sais, je le dis pour le chat.
Donc oui, hein. En même temps, la planification économique, on peut pas faire 100 points à la ligne. Et la planification économique, c'est au lieu de laisser les marchés financiers décider de où on alloue les ressources et les capitaux, et dans quelle direction la société humaine évolue, tu dis bah non, c'est un État central, plus ou moins contrôlé démocratiquement, on va dire, qui décide. Bah voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y aura pas de bifurcation écologique sans planification économique. C'est impossible. C'est impossible. Et il y a une ligne à haute tension entre la France et l'Italie en 2003 qui s'était tellement dilatée qu'elle a touché terre et déclenché un incendie. Oh, wow. Donc, en fait, tout a été adapté au climat qui a été stable pendant des milliers d'années. Et le fait que le climat commence à se dérégler, ça va poser des problèmes un peu partout. Va-t-il ouais. devenir stable haut ? C'est-à-dire, est-ce que ce que l'on tant qu'on connaît émet, aujourd'hui non. devient la nouvelle Tant stabilité ? qu'on émet, non. Parce qu'il n'y a toujours pas de palier. Tant C'est ça ce que vous tant êtes en qu'on train de nous émet, il n'y a dire. pas de palier. Tant qu'on émet, on battra record sur record. Jean-Marc Jancovici, je reviens quand même sur ma question de clim parce que hier, le patron des programmes de Vraiment, l'ADEME, Jean Covici lui a dit la clim, ouais, c'est pas le débat le plus intéressant. Hein. C'est pas le principal du truc. C'est un sujet, mais bon, c'est pas le sujet. Et en mode genre, je vais quand même revenir dessus. David Marshall a dit qu'il était défavorable à la climatisation. Il dit si on massifiait son usage à Paris, par exemple, dans tous les logements, on aurait un impact entre 2 et 4 degrés sur la température extérieure. Oui. C'est juste ? Alors, j'ai pas fait les calculs, mais en tout cas, l'effet, la conclusion est qualitativement correcte. Après, faut pas se faire piéger par les sujets techniques qui remplacent les débats politiques. Oui, bah c'est le problème de Jean Covici, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça repolitiser. Moi, c'est pour ça que j'aime bien faire ce react. J'arrive, je lui laisse dire le technique et moi je dis le politique. C'est un peu ce que j'essaye de faire. Je sais pas, je pourrais le faire mieux probablement, mais c'est un peu ce que j'essaye de faire, quoi. Hein, je regarde Jean Covici, je dis oui, il a raison, mais il y a un angle mort dans son analyse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que j'essaye de faire en faisant ce genre de react, quoi. Faudrait que je le fasse plus. J'ai pas assez parlé d'écologie. Hein. Voilà, mais après moi je réagis à l'actualité, donc s'il y a pas d'écologie dans l'actualité, je le fais pas assez. Je devrais plus. My bad. Je suis un journaliste comme les autres finalement. Et ouais, on suit le sens du vent. Hein. C'est malheureux. Division du travail militant, ouais, quelque chose un peu de cet ordre-là. Qu'est-ce que c'est qu'une climatisation? C'est un engin qui va vous retirer Camarade Jean Covici. Camarade, on dit ça entre communistes généralement et tout. Hein. Camarade Jean Covici, je dirais pas camarade, mais allié, ouais. Allié de circonstance à minima. la chaleur de l'intérieur et la rejeter à l'extérieur. Donc effectivement, s'il fait plus frais à l'intérieur, il fait un peu plus chaud à l'extérieur. Pendant longtemps, une des raisons de critiquer la clim, c'était sa consommation électrique. Là, il se trouve que ça, c'est plus tellement un problème parce qu'au moment où il fait très chaud, il y a aussi beaucoup de soleil. Et au moment où il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'énergie solaire. Et comme on peut la stocker, autant l'utiliser. Exactement. Okay. Donc là, on peut l'utiliser. Par contre, le fait qu'on rejette beaucoup de chaleur à l'extérieur, ça, c'est tout à fait avéré. Mais pourquoi on a autorisé la clim dans les voitures et pourquoi, je veux dire, on n'imaginerait plus une voiture sans clim? Bah, vous savez, pourquoi est-ce qu'à un moment on a autorisé la cigarette? Enfin, je veux dire, de temps en temps, on fait des choses et puis on se rend compte après coup que c'était pas nécessairement une bonne idée ou qu'il y a des effets indésirables qu'on n'aime pas. Vous dites qu'il faut changer radicalement nos habitudes et vous dites qu'il y a 3 façons d'économiser l'énergie. L'efficacité, alors ça évidemment c'est le progrès, la sobriété, renoncer, et la pauvreté, mais vous dites ça c'est la même chose que le renoncement, mais c'est subi. Oui. Est-ce que ça veut dire que finalement, dans un certain sens, le retour à une forme de pauvreté vertueuse a votre faveur? Alors, la pauvreté, non, puisque c'est subi. Ce qui a ma faveur. Nul à chier sa question. Vous dites, il y a plusieurs scénarios possibles et celui qu'il faut éviter, c'est la pauvreté. Donc, est-ce que vous pensez qu'on doit retourner à la pauvreté? Elle n'a pas écouté sa propre question ou quoi? Franchement, le niveau d'Apolline de Malherbe, là-dessus, c'est dramatique. Hein. Alors moi, c'est la sobriété, c'est-à-dire le fait qu'on fasse un choix éclairé en se disant on va accepter de changer la façon dont on se comporte parce qu'on va y voir des bénéfices et il va également y avoir... Un changement, c'est toujours un renoncement. Je veux dire, quand vous déménagez, vous renoncez à votre ancien domicile. Donc il y a des cas de figure dans lesquels renoncer, c'est pas grave. Vous pouvez déménager et trouver ça sympa. Vous pouvez renoncer à des mètres carrés et trouver ça sympa. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous amuser. Il y a des gens qui partent l'été en camping-car et à ce moment, ils passent de 40 mètres carrés habitables par personne à 3 mètres carrés habitables par personne et ils trouvent ça très bien. Donc de temps en temps, avoir moins de quelque chose, c'est pas nécessairement un drame si par ailleurs on a plus d'autres choses et qu'on trouve que si on y trouve l'équation, c'est ça, l'équation est globalement une bonne affaire. Typiquement, on consomme un peu moins et on travaille un peu moins. Je pense que sur le chat, il y en a beaucoup, vous êtes en genre, ah oui, c'est bon, je m'en bats les couilles d'avoir 1 milliard de trucs dans ma maison. Si je travaille un peu moins et qu'en échange, il y a quelques trucs que j'ai plus trop, donc j'ai moins de gadgets dans ma vie, mais on baisse le temps de travail, je pense qu'il y a plein de gens qui signent. Hein. Je pense qu'il y a énormément de gens qui signent. Et ça, pour moi, s'il y a un truc qui peut faire triompher l'idéologie écolo-uniste, allez, je vais le dire comme ça, je sais pas comment le dire, s'il y a une chose qui peut faire avancer nos idées aussi et les rendre plus consensuelles,
C'est probablement ça, quoi. En mode, imaginez, moins de gadgets, mais vous travaillez moins. Alors oui, dire moins de gadgets, quand t'es au SMIC, t'as pas beaucoup de gadgets dans ta vie. C'est ça le truc, en fait. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, au final. À partir du moment où t'es trop pauvre, parce que t'es trop exploité, et que la société est trop inégale, trop inégalitaire, bon, bah, il y a plein de gens qui sont en mode, bah, moi, si je taffe pas dur, en fait, je suis pauvre sa mère, donc non, je veux pas travailler moins. Donc, voilà, faut partir d'une meilleure répartition des richesses. Une meilleure répartition des richesses pour pouvoir mieux répartir le travail, parce qu'on peut baisser le temps de travail, produire moins de saloperies, mais les choses essentielles sont mieux répandues parmi les populations. À l'échelle du monde, bon, voilà, c'est compliqué, mais je veux dire, il y a une cohérence dans tout ça, je veux dire. Quand t'es en mode, comment on peut faire pour affronter la bifurcation écologique, et comment on peut faire pour rendre le monde moins inégalitaire, tout ça converge vers quelque chose qui est cohérent, et qui fonctionne, et qui, si on le présente bien, peut même être, pourquoi pas, souhaitable d'une certaine manière, à certains égards en tout cas. Donc, vas-y, n'hésite pas. Il y a beaucoup de gens sur le chat, c'est hyper intéressant tout ce que vous dites. Je peux pas rebondir sur tout parce que sans ça va prendre 14 heures. Et 3h38 de live, j'ai fait je sais pas combien dans mon bureau. Faut que j'avance un peu, quoi. Qu'il faut essayer c'est à ça qu'on travaille au Shift Project, c'est essayer de trouver des manières sympathiques de proposer autre chose, de telle sorte que la part de renoncement, elle soit acceptable, voire désirée, parce qu'on se dit, bah, finalement, c'est pas très grave. Jean-Marc Jancovici, est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ? Oh, les questions. Laquelle ? Bah, celle qui a lieu en ce moment entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Ça dépend. Si les Français gagnent, non. Si les Français gagnent pas, peut-être. Ah voilà. Donc si les Français gagnent, ça... Je suis d'accord avec lui. Based. Merci Popla Boubou pour le Prime. Merci beaucoup. Non, franchement, bonne réponse. Hein. Réponse basée, on est d'accord. Mais c'est toujours pareil. En fait, il n'y a aucune raison sur le papier pour qu'à aucun moment tous les clubs, pas tous les clubs, mais toutes les équipes du monde, ou au moins une partie des équipes du monde, on va dire les 32 meilleurs, même si là c'est 48 et ça pue la merde, bon bref, peu importe, puissent se réunir et faire une belle compétition, que ça soit un grand moment de liesse populaire, partagé et ritualisé à l'échelle de l'humanité. Il n'y a aucune raison pour qu'on puisse pas le faire. Le problème, c'est comment on le fait. Comment on le fait ? Si on le fait comme là, la FIFA et Trump veulent le faire, bah oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais est-ce qu'on pourrait pas le faire ? Est-ce qu'on pourrait pas faire une Coupe du Monde de foot de manière plus écologiste ? Bah oui. Donc non. Ça dépend comment on s'y prend. Dans la société écologique de demain, on pourra encore faire des Coupes du Monde. C'est pas un souci. Vous leur pardonnerez. Non, je vous pose cette question parce que le Parisien, mes confrères du Parisien ont fait les puis c'est un truc tous les 4 ans, ça va. Enfin... Avec l'aide d'une association qui s'appelle Greenly. Et ils ont calculé, par exemple, alors là, on prend même pas les fans ou les supporters qui viennent de partout dans le monde, mais le patron de la FIFA, Gianni Infantino, il a assisté, rien que cette semaine, à 10 matchs dans 3 pays, donc Canada, Mexique, États-Unis. Le problème, c'était Gianni Infantino, président de la FIFA. Gianni Infantino qui est le clébard de Trump sur toute cette compétition, c'est peut-être lui le souci, non ? Il a parcouru 20 000 km en jet privé, 1 heure de vol donc du patron de la FIFA. Ça correspond à l'empreinte carbone annuelle d'un être humain moyen. Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. Est-ce qu'il avait besoin d'un jet privé pour se déplacer ? Ça, c'est une première question. S'il voulait assister à tous les matchs, ou alors il fallait renoncer, comme vous le dites. Mais s'il voulait assister à 10 matchs... regarde la télé, c'est bon, ça sera pas la fin du monde. 3 pays, il n'y avait pas d'autre moyen, à mon avis, que celui-là. Je ne sais pas, je n'ai pas été regardé. Alors, ce qui est sûr, c'est que les grandes manifestations internationales, elles ont été permises par le pétrole. On avait fait au Shift Project un rapport justement sur ces manifestations et dans un monde avec beaucoup moins d'hydrocarbures, c'est pas sûr qu'on pourra les maintenir. Et effectivement, ça fait partie au sein du monde sportif de ces manifestations qui ont une empreinte carbone particulièrement élevée. Est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ? Alors, est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ? Pas nécessairement. Avant de la supprimer, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Bah oui, voilà. On peut par exemple essayer de motiver les gens pour qu'ils se déplacent moins et faire des fan zones dans un certain nombre d'endroits pour que les gens puissent quand même célébrer sans se déplacer. Et quelque part, c'est ce que font tous les gens qui se mettent au bistrot derrière un écran et qui se prennent une boisson et qui regardent le match et qui sont contents d'être là. Mais monsieur Jancovici, est-ce qu'on pourra encore boire des boissons si on suit vos conseils ? Il faudrait pas supprimer les bistrots. On peut dire ça pour tout, c'est nul à chier. Voilà, etc. Il y a également un vrai sujet sur la façon dont on organise les tournées, les pays d'accueil, etc. Parce qu'on peut faire des choses de telle sorte que ça optimise les déplacements. Et on avait regardé tout ça au Shift Project, donc on a fait un petit rapport que les gens peuvent lire si ça les intéresse sur la façon déjà de baisser les émissions sans supprimer les manifestations. Je vous poserai la même question sur les JO d'hiver qui vont avoir lieu en France en une autre Coupe du Monde est possible. 2030. Est-ce que c'est souhaitable ? Alors ça, il y a encore un autre sujet avec les JO d'hiver, c'est que ça, en général, ça équipe les endroits avec des infrastructures qui sont destinées à durer. Or, il y a un petit... En vrai, mon vrai avis, hot take,
Il fait chaud en plus. Ouh là là, attention, la vie est brûlante. Moi, je veux bien supprimer les Jeux d'hiver, on s'en bat les couilles, voilà. Si on garde les Jeux Olympiques, on garde la Coupe du Monde de foot, l'Euro, et tatati tatata, il y a un truc qu'on supprime, c'est les JO d'hiver. Je m'en bats les couilles, ça va. Si c'est le prêt à payer, je m'en fous un peu. Hein. J'aime bien les JO d'hiver, je suis comme tout le monde, mais bon. Si c'est le seul qui pose souci, ça va. On peut garder le curling. Non, mais voilà, ils font des trucs au Canada, là, dans les pays où c'est déjà enneigé de partout. C'est bon, il y aura encore des sports d'hiver. Il n'y a pas de souci. Si vraiment c'est le seul où là c'est compliqué, ça va, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc on garde la Coupe du Monde de foot et les JO, les JO d'été, ça va. Parce que moi j'aime vraiment bien les JO au sens où il y a énormément de choses à dire avec les JO. Moi je vous invite à suivre Bam Wepan si vous voulez entendre parler d'écologie. Je vous invite à suivre Coach Oui Coach plutôt sur Instagram. Maintenant il est moins sur Twitter qu'avant. Coach Oui Coach il s'appelle, qui a un pote. Il discute souvent, il est trop cool. Et lui il a un discours très critique sur le sport et sur plein de choses. Et c'est un spécialiste du sport, hein, il est coach sportif, etc. Donc voilà, il a énormément de choses à dire par rapport aux JO et la manière dont c'est organisé. Mais moi, le truc de ce que ça représente les JO, même si c'est sur la façade, en coulisses, c'est toujours un peu dégueulasse, on est d'accord, quoi. Mais cette espèce de moment de célébration collective à l'échelle de la planète avec toutes les nations du monde, machin. Il y a un truc que je trouve trop beau dans les JO et moi, j'aimerais pas perdre ça. Mais d'autres JO sont possibles, d'autres Coupes du Monde, c'est possible. Si d'autres JO d'hiver sont pas possibles, tant pis, voilà. Sujet avec l'enneigement. Qui est en train de diminuer. Donc la bonne question en ce qui concerne les Alpes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec le tourisme hivernal, qui aujourd'hui est un très gros contributeur à l'économie de ces zones, et qui va progressivement être attaqué, entre guillemets. J'ai l'impression que vous voulez toujours... C'est ultra polluant la Formule 1. Par rapport à toutes les infrastructures qui se mettent en place, tous les vols en avion, des différents pilotes, les différentes personnes, le transport, le machin bidule... Pour ce qui est de la Formule 1, si on parle vraiment des émissions de CO2 des Formule 1 sur le circuit, c'est un tout petit bout des émissions de CO2 de toute l'organisation de l'événement en réalité. Donc on pourrait même peut-être garder de la Formule 1, quoi. Ou alors faire de l'électrique, ça serait un peu moins bien pour les fans de F1, quoi. Mais même ça, on peut imaginer qu'il y a encore de la course automobile dans un monde écologiste. C'est même pas totalement impensable. Voilà. Trouver l'équilibre. Il faudrait le garder pour les grandes occasions, quoi. Je le comprends parfaitement, oui. Jean-Marc Jancovici, vous ne voulez pas justement décourager les êtres humains qui nous écoutent. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui vivent du tourisme en Savoie, en Haute-Savoie, etc. Bon, donc vous pouvez pas juste dire faut supprimer, de toute façon le yak à faucon ça sert à rien. Donc il faut un peu de nuance. Alors je sais que la nuance c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup de temps, mais tous ces c'est compliqué quand on est face à Apolline de Malherbe sur BFM TV surtout. Ces sujets-là sont des sujets un peu compliqués et donc il faut regarder comment on arrive à trouver des compromis qui sont acceptables. Des compromis acceptables pour tenter d'allier efficacité et renoncement, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'avoir répondu à mes questions. Ce n'est pas forcément pour nous redonner le moral, mais au moins on sera lucide. Jean-Marc Jancovici, ingénieur et spécialiste du climat. Le think tank que vous présidez s'appelle The Shift Project. Il est 8h46 sur RMC BFM TV. C'était bien de la merde ton interview, Apolline de Malherbe. Bon, après, Jean Jancovici a été bon, je trouve. C'est toujours pareil, hein, il parle pas de politique, etc. Mais bon, voilà. C'est ce que plein de gens disent sur le chat, c'est une très bonne porte d'entrée. Après, il faut qu'il y ait des gauchistes solides qui arrivent derrière et qui fassent. Vous aimez bien Janco ? Laissez-moi vous présenter la lourde planification économique et l'idéologie marxiste de l'écolomunisme. Voilà, ça peut être une courroie de transmission. Et moi, je trouve que ça peut être une force aussi. Le côté apartisan, je me prononce pas et tout. Ça peut aussi être une force au sens où ça passe très très large, mais à la condition sine qua non qu'il y ait des gens derrière pour politiser le bail, quoi. Voilà. Le Klemovic de l'écologie, Janco. Ouais, vraiment. Moi, je trouve que c'est un peu pareil pour Janco et pour Klemovic. Il y a des trucs à redire, on a le droit de le dire, il n'y a aucun souci avec ça. Mais je trouve que quand même, ils m'ont l'air plus utiles qu'ils sont inutiles. Ils m'ont l'air plus utiles. Parfois, on a l'impression, ils font des contre leur camp, etc. Ils sont dépolitisants, tatati tatata. Mais moi, je trouve qu'ils sont plus utiles que dépolitisants dans l'histoire. Voilà. Très largement. C'est mon avis, c'est un avis très partagé en réalité. Hein. Voilà, c'est pas la hot take du siècle, évidemment. Maintenant, Clémo assume presque de voter JLM, alors que Janco, ils font pas le même métier non plus. Il parle de politique, Klemovic. Donc, il parle de politique. Voilà. Janco ne parle même pas de politique. Voilà. Et ouais, moi, tant que LFI est top 1 du programme écologique du Shift Project de Jancovici à l'élection 2027, moi, c'est bon. Hein. Il aura fait le taf. Hein. Oui, il est dépolitisant en quoi ? On va regarder les vidéos de la peau du team si tu veux qu'on parle de ça. Parce qu'il ne dit pas pour qui il vote. Il n'est pas assez soutien de LFI pour les soutiens de LFI, tout ça. Bref, flemme d'épiloguer là-dessus. Bon, en conclusion déjà, intéressez-vous à Timothée Paric avec sa belle moustache. Apparemment, il est ultra basé. Voilà. Je le connais pas, mais je fais 100% confiance à Bam Wepan pour ça. Deuxièmement, l'écologie sans litre de classe, c'est du jardinage. C'est pas vrai, la team. Troisièmement, j'ai chaud, donc je vais couper mon live parce que c'est la canicule, quoi, tout simplement.
Il y avait beaucoup de monde sur ce React à Jancovici. Je me posais la question, est-ce que ça va attirer les foules ou est-ce que vraiment vous voulez que je me foute de la gueule de Raphaël Glucksmann et Bardella et c'est vraiment mon seul contenu slopesque? Bah non, il y avait beaucoup de gens sur ce React, hein, au final. Beaucoup de gens. Après, mais c'est que Klimovic stream pas. On est mardi, il y a ni Klimovic ni Burga. Il y a des viewers de Klimovic, d'habitude le mardi vous regardez Klimovic et là vous êtes là, on est d'accord. Oui, bon, tant pis. Bah, lâchez votre follow. Vous m'avez découvert, vous trouvez ça bien? Vous êtes content? Vous aimez ce live? Maintenant, vous lâchez votre follow et même si vous voulez, vous pouvez même lâcher un sub pour me soutenir, bien sûr. Voilà. Lundi Clémo. Ah non, c'est pas le mardi Klemovic, j'ai rien dit. C'est Burgalassi. Non, mais c'est pas le mardi Klemovic. Non, mais j'ai rien dit, c'est bon. Non, c'est juste que vous êtes là parce que le React était grotesque. Et parce que c'est la canicule et parler de réchauffement climatique et le React à Janco, il était pas sorti de nulle part, quoi. Ok. Bon, intéressez-vous. C'est le clip d'Ilias là sur le slop politique, je l'ai regardé ce matin. C'est ça? J'ai regardé ce matin, je suis assez d'accord avec lui. Mais ce qu'il dit, c'est logiquement quand t'es créateur de contenu politique sur Twitch et sur internet, c'est des questions que tu t'es posées. Si tu te les as pas posées, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu te poses pas les bonnes questions. Donc ouais, l'extrait est très bien. L'extrait est très bien. Je vais pas react spécialement, mais j'étais d'accord avec lui, quoi. Il est en mode après, c'est normal, c'est le jeu. En fait, il parle de lui-même et de Lazawa quand il dit ça. Il y a des trucs, c'est un peu slopé sur les bords. On sait que c'est du contenu. En fait, c'est un peu le truc. On fait du contenu facile, on sait que ça marche, et derrière, on essaie de pas faire que du contenu facile. Sans ça, au bout d'un moment, ça devient du slop. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai résumé en une phrase, c'est beaucoup plus nuancé, c'est intéressant ce qu'il dit, mais bon, bref. Canicule, merci le studio de Jules pour le 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et pour la team YouTube, n'hésitez pas, comme d'habitude, liker la vidéo, vous abonner, très important, la partager cette vidéo et pourquoi pas booster la vidéo. Si vous êtes sur l'application YouTube, sur téléphone ou sur tablette, vous likez, puis vous boostez, vous avez le droit à 3 boosts par mois. Comme ça me met dans les tendances et puis après, voilà. Il était bien ce React en vrai, il faut parler d'écologie et tout, il faut politiser les discours comme ceux de Jancovici. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est des choses importantes. Et bah aidez-moi, Team YouTube, à le faire en me donnant de la visibilité. Voilà, tout simplement. À bientôt. Et hydratez-vous, très important.